Merci. Merci Émilie, merci à la médiathèque pour cette passionnant. Pour cette nouvelle invitation à venir partager un moment avec vous de réflexion. D'autant plus ce soir, ce sera vraiment un moment de partage, de réflexion, parce que nous allons aborder un thème, j'avoue, relativement flou. J'ai fini mon diaporama dans l'après-midi, j'avais plein de choses à dire, ce sera peut-être un petit peu le foutoir ce diaporama. Bon, en plus, comme il y a le pupitre au milieu, pour une fois, je vais peut-être rester assis, enfin je sais pas, je vais voir, j'ai toujours la bougeotte. Mais je vais essayer de me tenir à ce que j'ai grosso modo prévu de dire sur ces concepts d'économie collaborative, la question de la gratuité, de la circularité, autrement dit des mots qui émergent et qu'on retrouve de plus en plus dans le discours médiatique, politique, puisque ce n'est pas une question centrale aujourd'hui, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter, de voir comment le politique se saisit de tout ça. Alors, l'économie collaborative, je dirais, va jouer un rôle central. On va aussi beaucoup parler de consommation collaborative, mais on va voir très rapidement que ça recouvre un ensemble de choses très hétérogènes. Et c'est d'ailleurs le fait que, sous le même terme, on retrouve des choses extrêmement diverses qui renvoient à des réalités économiques et sociales extrêmement diverses, fait que ça brouille les pistes et qu'on parle un petit peu, je dirais, de tout et de n'importe quoi. D'ailleurs, c'est intéressant pour un chercheur de voir comment à un moment, la recherche se saisit de nouveaux termes, de nouveaux sujets. Et ce qu'on peut constater, c'est que les chercheurs en sciences sociales sont plutôt dubitatifs face à cette économie collaborative. Alors, pas tous. Et on va le voir, je commencerai par montrer des chercheurs qui sont très enthousiastes sur ces questions-là. Je vais essayer aussi de ne pas être trop critique, puisque finalement on est face à un phénomène relativement nouveau qui suscite un enthousiasme fort chez beaucoup d'acteurs, de citoyens, notamment de jeunes, qui pensent, on le verra, détenir les voies de nouvelles logiques de vivre ensemble, de collaborer, de travailler ensemble, de consommer. Et par moments, je vous avoue, quand je préparais ce diaporama et en relisant des choses que j'avais écrites il y a 2 ans sur l'économie collaborative, je me disais finalement, est-ce que je ne vois pas tout ça comme un vieux con? Pour dire les choses simplement, je ne sais pas, je n'ai pas encore d'avis tranché sur la question. Si, je vois bien que là, j'ai des avis souvent tranchés et qui pourraient parfois évoluer, mais on va voir, j'avoue que par moments, je me demande si c'est un effet générationnel et s'il y a des choses juste que les chercheurs de ma génération n'arrivent pas à saisir et que peut-être des chercheurs plus jeunes saisissent. Je ne sais pas trop. En même temps, l'économie collaborative, sous certains aspects, je vous l'avoue, je l'ai pratiquée moi-même, sans savoir que c'était de l'économie collaborative. Dans un passé lointain, j'ai fait de la musique, j'étais confronté petitement à l'industrie du disque, et quand je vois ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, sur Internet, avec le financement collaboratif, le crowdfunding, pour pouvoir financer des enregistrements de disques, la circulation de la musique, etc., je dis, bon, il se passe des choses intéressantes qui, effectivement, on va le voir, renvoient à cette idée qu'on aurait des nouvelles façons de faire, de mettre des ressources en commun qui nous rendent plus libres. C'est vrai. Et dans ces logiques-là, on va le voir, beaucoup de choses tournent autour de la consommation collaborative. L'idée que quand on a acheté quelque chose, on pourra en faire profiter les autres et donc avoir une plus grande durée de vie, d'où le lien avec l'idée d'économie circulaire, d'une plus grande durabilité. Et pour certains, ce serait du coup un changement de façon de vivre, de consommer, qui mettrait en péril les bases du capitalisme et de la consommation de masse. Du coup, on trouve certains qui voient dans l'économie collaborative une sorte de cauchemar pour le capitalisme, alors que certains chercheurs y voient en réalité aussi un nouveau cauchemar capitaliste, c'est-à-dire une nouvelle forme de développement du capitalisme. C'est vrai que c'était sympa au début l'idée de se mettre en réseau sur des téléphones pour trouver des gens qui pouvaient nous déplacer en voiture contre une somme relativement modique, c'était un petit peu en même temps du blablacar, du machin, et puis tout à coup c'est devenu Uber. Et voilà, c'était sympa aussi l'idée que quand on n'est pas chez soi, on peut laisser son appartement et puis finalement échanger son appartement avec quelqu'un, mais si on ne trouve pas avec quelqu'un avec qui échanger, on pourrait le mettre en location, c'est toujours moins cher qu'un hôtel, machin. Et puis on voit que ça conduit à Airbnb et à des processus d'éviction et des gros problèmes dans l'accès au logement dans certaines villes qui du coup, par exemple je pense à Berlin, se retrouvent à un moment dans une situation où même la question s'est posée d'interdire Airbnb
pour éviter que toute une série de logements ne soient mis à disposition effectivement d'une nouvelle forme de nouveaux locataires et qui du coup posaient des problèmes. Bon, je vois déjà, j'ai dit un petit peu de choses pessimistes, mais vous en doutez bien, puisque maintenant, la plupart d'entre vous, vous me connaissez forcément, je vais arriver au côté pessimiste des choses, mais ce sera plutôt en conclusion. J'ai donc décidé d'être plutôt neutre, dans un premier temps, puis de soulever un ensemble de questions, puis de vous proposer par la suite qu'on échange finalement là-dessus, qu'on ait des échanges aussi de regards finalement générationnels aussi, ce sera peut-être intéressant, puis de pratiques, puisque finalement cette économie collaborative, elle naît dans les pratiques, bien au-delà des questions de génération. Et la question est de savoir du coup si ces pratiques vont nous amener vers de nouvelles voies pour la durabilité. Alors, dans une première partie, je vais vous présenter le point de vue de ceux qui défendent aujourd'hui l'économie collaborative et de chercheurs qui voient dans l'économie collaborative quelque chose de nouveau et d'intéressant. Bon, on va partir de la consommation collaborative puisque j'ai pu constater, en refaisant des recherches, j'avais bossé sur ces questions-là il y a 2 ans, un peu laissé tomber, puis je m'y suis remis. Et en cherchant, je me suis rendu compte que c'était finalement l'idée de consommation collaborative qu'on trouvait le plus, en lien avec l'économie collaborative. Et vous voyez, déjà, il y a éventuellement des questions de termes qui sont confus. Parce qu'en réalité, on voit que derrière économie collaborative, il y a surtout l'idée de consommation collaborative. Quand on regarde comment se construit le discours et le savoir, et Internet est une bonne manière de le savoir, on clique des mots dans des moteurs de recherche, et on voit où ça mène progressivement. On voit comment le réseau nous présente, bien entendu, une représentation spécifique de ce que c'est. Et c'est vrai que c'est essentiellement de la consommation collaborative qu'on trouve. En même temps, le terme le plus utilisé par les anglo-saxons, c'est celui de sharing, de partage. Et on parle beaucoup plus de sharing economy, d'économie du partage, que d'économie collaborative. Mais l'économie du partage, ça marchait moins bien en français, donc on utilise plus le terme d'économie collaborative. Et on verra que du coup, ça fait des confusions. Est-ce que partager, c'est collaborer? Est-ce que partager correspond véritablement à tout ce qu'on va voir? Alors, là, j'ai pris les critères retenus par le CREDOC, le centre de recherche et d'études sur nos modes de vie, qui est un institut français, et qui nous renvoie, vous voyez, on le voit ici, 7 grandes dimensions de l'économie collaborative et de la consommation collaborative, qui commencent par l'échange direct entre pairs, les fameux peer-to-peer, sans intermédiation institutionnelle ou économique, etc., des relations horizontales, souples et changeantes, plutôt que hiérarchiques et figées. Moi, je vous avoue que quand je vois cette définition-là, déjà, pour moi, ce n'est pas un point, ce n'est pas une dimension, c'est déjà plusieurs dimensions qui sont évoquées. Un échange entre pairs, sans intermédiation institutionnelle et ni économique, déjà, ce n'est pas du tout la même chose, que ce soit une intermédiation institutionnelle, ça peut être une structure, cette intermédiation institutionnelle, ça peut très bien être des organisations, des associations, ça peut être des entreprises, ça peut être plein de choses. Donc finalement, est-ce que ça veut dire que les associations n'ont pas leur place dedans? Qu'il n'y aurait pas d'intermédiation économique, on va le voir, il y a quand même de l'argent qui circule dans cette économie collaborative. Pas des sommes colossales, mais il y a quand même de l'argent qui circule sous différentes formes. Et puis on voit que ça nous renvoie cette idée d'échange de pair à pair. Est-ce que le fait de partager quelque chose avec quelqu'un, on va le voir, on parle beaucoup de troc, fait qu'on a pour autant une relation horizontale, souple et changeante, plutôt que hiérarchique et figée. En même temps, j'aime bien ce premier point parce qu'on voit en même temps l'ensemble des questions couvertes par cette économie collaborative. Et en particulier le fait qu'on reviendrait à des relations interindividuelles, le pair à pair, et qui seraient plus horizontales que hiérarchiques. Donc c'est là qu'on voit, on va le voir, que c'est autour de ça que tourne toute partie du discours qui nous renverrait à l'idée que l'économie collaborative génère plus de liberté et d'égalité. On le voit, des relations horizontales, souples et changeantes, il y a cette forme de liberté. Mais je vous avoue que moi, le problème que j'ai avec cette définition-là, c'est l'idée que le pair à pair sur Internet générerait plus de relations interindividuelles. Et ça nous renvoie au point 6 qu'on voit là ici, l'idée que cela renforce les liens sociaux. Je vous avoue qu'en même temps, vous voyez, par exemple, c'est typiquement sur ce point que je me demande s'il n'y a pas un effet générationnel. Ou pour moi, la relation interindividuelle, c'est aussi quand même une relation de temps en temps de visu. Quelque chose de matériel et de concret, c'est-à-dire une proximité physique et pas forcément une proximité en réseau. On y reviendra, on en rediscutera. J'avoue que j'ai du mal à comprendre quand je discute avec mes enfants,
qui ont entre 11 et 23 ans, donc même entre eux, hein, il y a des effets générationnels. Peut-être que mon fils aîné est vu comme un vieux con par ses petits frères, je ne sais pas. Ce qui nous fait plusieurs strates du coup à l'intérieur de la famille et des discussions autour des repas, parfois éventuellement assez compliquées. Donc pour revenir à ces différents points, l'idée qu'il y aurait beaucoup d'individus, ouais, et quand je vois par exemple, et vous allez voir, vous en doutez forcément avec l'angle d'attaque que je choisis tout le temps, je vous avoue que moi quand je vois des échanges directs entre pairs, des relations horizontales, souples, changeantes, la participation d'un grand nombre d'individus, c'est la définition de la concurrence pure et parfaite sur un marché que donnent les économistes. Et on verra, et ça ce sera un des points sur lesquels je reviendrai, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de confusion dans cette économie collaborative, à bien des égards, l'économie collaborative nous renvoie à une question qu'on a déjà travaillée à plusieurs reprises dans les cafés éco, c'est-à-dire la question du lien qu'il y a entre l'échange, le marché et notre conception de la modernité, c'est-à-dire l'idée que nous faisons société, certes, mais nous faisons société en tant que collection d'individus. Et toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir entre nos libertés individuelles, l'individualisme, l'égoïsme, le lien social, etc. Et on va voir qu'on tourne tout le temps autour de ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion, à mon avis, autour de cette économie collaborative. Donc, elle utilise les technologies d'information et de la communication, ça réduit notre empreinte écologique, ça préserve les ressources naturelles, ça participe à l'économie circulaire, et là on voit pourquoi j'attaque par l'économie collaborative pour un peu tout regrouper. Ça favorise l'usage plutôt que la propriété, etc. Alors, on va voir comment tout ça est décliné, et j'ai choisi, je ne vais pas diffuser un moment, j'ai hésité, je me suis dit pourquoi ne pas mettre finalement cette petite vidéo qui aurait occupé un quart d'heure. J'ai décidé de vous faire une présentation par défenseur de la consommation collaborative à travers ce qu'en dit Rachel Botsman, qui est une des références. Quand on fait des recherches sur Internet, le nom de Rachel Botsman revient très régulièrement. C'est une chercheuse en sciences sociales qui défend l'économie collaborative et qui, dans un petit clip là, qu'on trouve très facilement sur Internet, revient très rapidement, donc en un quart d'heure, sur ce qu'est l'économie collaborative, ce qui l'a intéressé en tant que chercheur, etc. Et j'ai trouvé ça très éclairant, très intéressant, à la fois pour illustrer les espoirs qu'on trouve chez les défenseurs de l'économie collaborative, et en même temps, même chez certains chercheurs, une forme de myopie ou d'aveuglement à certaines zones d'ombre de cette économie collaborative et comment ces zones d'ombre sont balayées très rapidement. Je disais, moi, ce qui, en tant que chercheur, c'est ça qui me pose un problème, quand des chercheurs présentent les choses sous un jour et balayent les aspérités. Mais on va voir que ces aspérités, elles ressortent très rapidement. Ce qui est intéressant, vous allez voir dans les arguments que je vais vous montrer, que je n'ai pas changé, c'est juste la traduction française. J'ai parfois adapté, son intervention est traduite en français, j'ai modifié quelques termes dans la traduction qui semble moyenne par rapport à l'idée qu'elle voulait dire. Donc c'est uniquement ces propos. Ce que nous dit donc Rachel Botsman, c'est que l'économie collaborative est une force économique et culturelle puissante, qui réinvente comment on consomme. Et là, on le voit, l'entrée dans l'économie collaborative est vraiment une entrée par la consommation. Parce que c'est de là que viendrait le changement. Pourquoi? À mon avis, c'est parce qu'on va le voir, ça renvoie à l'idée qui est très forte que grâce à la consommation collaborative, nous devenons des acteurs. Non pas seulement des consommateurs passifs, mais des véritables acteurs. Et ça nous renvoie à l'idée qui a émergé au cours des années 60-70 que, en tant que consommateurs, nous pouvons déployer un registre de revendications et que nos choix de consommation peuvent avoir un impact sociétal. Donc là, ici, il y a quelque chose qui se joue. Et le point de départ de Rachel Botsman, c'est le troc. Elle prend ça comme exemple pour montrer comment circulent les biens que nous n'utilisons plus. Et elle montre, alors l'exemple qu'elle prend, c'est on m'a offert un coffret de cassettes de DVD, je vais dire de cassettes vidéo. Ça n'existe plus et je ne trouverai personne qui voudra faire un troc avec moi avec des cassettes vidéo parce qu'il faudrait que cette personne ait encore un magnétoscope. Donc un coffret de DVD qu'on a regardé une fois, deux fois, puis on ne regarde plus. Et l'idée, ce serait éventuellement de chercher à troquer ces DVD contre des DVD qu'on n'aurait pas vus. Et Rachel Botsman nous rappelle que le problème du troc, finalement, c'est qu'une fois qu'on a utilisé quelque chose qu'on ne s'en sert plus, comment trouver quelqu'un qui veut ce qu'on a et qui a en même temps ce qu'on veut? C'est tout le problème du troc. C'est ce que les économistes appellent fondamentalement la question de la coïncidence des besoins. Il faut que je rencontre quelqu'un qui a besoin, qui me propose ce dont j'ai besoin, qui a besoin de ce que j'ai, etc.
Et effectivement, la technologie, et c'est ce qu'elle nous montre, hein, en 2 clics, la technologie nous permet en 1 ou 2 minutes, voire moins, de trouver quelqu'un qui aura mis sur Internet « je cherche ça, que je suis prêt à échanger contre ça », et on arrive à assurer cette coïncidence de besoin. Et elle nous montre même tous les avantages qu'il y a à ça, puisque en même temps, sur le site dont elle fait non pas la promo, hein, c'est une plateforme d'échange, elle dit en même temps, on a le calcul du port, des coûts d'envoi, etc. Donc tout est magique, tout va très vite. Ici, je t'avoue que moi, en tant que chercheur, je ne vois qu'une seule chose, c'est une technologie qui améliore quelque chose qui existait déjà. Et on va le voir, c'est dans l'économie collaborative, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Enfin, on va voir. On va voir s'il y a quelque chose d'une économie. Et de cette idée de troc, c'est marrant, hein, comme cette chercheuse bascule tout de suite sur on est dans une économie où ce qui est à toi est à moi. C'est quand même pas tout à fait la même chose de proposer quelque chose à quelqu'un en échange d'une autre chose et de dire ce qui est à toi est à moi. Alors on va voir du coup comment elle en arrive à ça. Et là je reprends vraiment hein, son raisonnement. Et c'est intéressant de voir dans quel ordre elle met les choses, bien entendu. Elle explique que nous passons donc du statut de consommateur passif à celui de créateur, puis de collaborateur hautement qualifié. Nous sommes en même temps des consommateurs et des producteurs. Ça, je vous avoue que ce n'est pas très clair dans son discours, elle n'explique pas vraiment pourquoi. Et elle n'explique pas vraiment pourquoi parce qu'elle s'appuie sur un autre de ses collègues chercheurs qui a fait une intervention dans la même session, et je reviendrai là-dessus sur le côté producteur. Comment puis-je devenir de consommateur, devenir producteur? Donc, on y reviendra après. Ce qui est intéressant, et là je vous avoue que moi ça me séduit comme idée, c'est qu'elle nous rappelle que nous avons un instinct de coopération. C'est un instinct de base des primates. Nous vivons, notre caractère primate fait que nous avons l'habitude de vivre en groupe, dans ce groupe de coopérer, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'elle s'appuie là-dessus pour nous renvoyer à l'idée que, du coup, l'économie collaborative va nous permettre de réactiver quelque chose qui nous est naturel. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elle parle de cet instinct de coopération, elle oublie que dans tout groupe de primates, il y a des relations hiérarchiques et non pas horizontales. C'est toujours marrant la manière dont les chercheurs utilisent ou pas des références à des exemples naturels. Bref, on va se dire que c'était juste pour elle l'idée que nous aurions une nature qui nous porte à coopérer, à collaborer, mais qu'en même temps, ce serait l'hyperconsommation qui a fait de nous des consommateurs passifs et fermés, comme elle le dit, sur nous-mêmes et sur, elle le dit, notre petit fief de consommateurs, sur les biens que nous avons en propriété. Et ce qu'elle nous explique finalement, Rachel Bosman, c'est que les nouvelles technologies nous permettent de retrouver notre nature collaborative. Là, on a quelque chose de très intéressant, c'est finalement que c'est la technologie qui nous permet de renouer avec notre nature la plus primitive. Ici, quels seraient les facteurs qui nous permettent d'arriver à ça? Alors d'abord, elle nous explique que ce qui caractériserait la société actuelle, c'est une croyance renouvelée dans l'importance de la communauté. Et c'est ça qu'on va exprimer à travers les technologies. L'expansion continue de réseaux de peer-to-peer et des technologies toujours plus rapides et plus efficaces. Un ensemble de problèmes environnementaux qui sont extrêmement pressants et qui sont irrésolus, et dont nous aurions tous conscience et que nous souhaiterions tous régler. Et en même temps, une récession mondiale qui a fondamentalement modifié nos comportements de consommateurs. Effectivement, l'idée que la réduction de notre pouvoir d'achat nous conduit à avoir un rapport différent avec les objets de consommation que nous utilisons. Bien, moi j'entends ces quatre facteurs qui restent à démontrer, en particulier pour le premier, mais admettons-les. Et ces 4 facteurs ont trouvé à s'épanouir sous 3 formes principales. Là, ça nous permet un petit peu d'essayer de comprendre ce qu'elle entend plus précisément par économie collaborative, qui n'est donc pas que du troc. Il y aurait donc des marchés de remise en circulation. Et ça permet pour elle de réaliser les 5 R, réduire, réutiliser, recycler, réparer, redistribuer. Ici, c'est là qu'on trouve ce qu'on appelle l'économie circulaire dans sa forme d'échange, c'est-à-dire qu'effectivement, le même bien va avoir plusieurs vies. Elle nous explique qu'en même temps, tout cela développe un mode de vie collaboratif qu'elle ne définit pas autrement que par le co. Le coworking, le covoiturage, le co-machin, tout ce qu'on peut mettre en co. Alors, on a un exemple intéressant qu'elle va utiliser. Vous voyez, pour voir, on voit sur un ensemble de domaines qui nous parlent à peu près à tous, tout ça on en a déjà entendu parler, de ces trucs-là, de idées, de machin. Et elle utilise un exemple que j'ai trouvé particulièrement intéressant, l'économie collaborative. C'est l'exemple du Lancashire britannique. Alors, Lancashire,
C'était, parce que je n'ai pas réussi à m'y connecter, le nom de domaine a dû être acheté par quelqu'un qui a vu un véritable intérêt. Lawnchair.net, c'est un site internet, une plateforme sur laquelle les propriétaires de petits jardins, de petits terrains qu'ils n'utilisent pas, proposent à des agriculteurs en herbe qui souhaiteraient cultiver leurs propres légumes. Et c'est une plateforme sur laquelle on a plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Voilà, des gens qui ont un jardin d'arrière-cour, un terrain vague, etc. Et puis qui le mettent à disposition d'agriculteurs, d'agriculteurs amateurs, surtout, bien entendu, mais de gens qui veulent produire leurs propres légumes, en particulier, par exemple, des gens qui seraient dans une situation de précarité financière, alimentaire, etc., qui pourraient trouver ici à jardiner. Alors cet exemple, il est intéressant du Lawnchair, parce que finalement, c'est l'extension de ce qu'on appelait les jardins ouvriers, les jardins coopératifs qu'on trouve dans de très nombreuses villes françaises aujourd'hui, qui ont été réactivées. Et là, on voit vraiment, on est dans cette idée que on met en commun une ressource, on dépasse la propriété de son petit carré de jardin pour le donner en usage à quelqu'un d'autre. Avec l'idée derrière que celui qui vient cultiver, du coup, partage les fruits de son travail productif avec le propriétaire du jardin. On y reviendra. C'est un système qu'on connaît depuis longtemps qui s'appelle le métayage. Quelqu'un travaille une terre et donne une partie de sa production à celui qui possède la terre. Vous voyez toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir derrière. Et on y reviendra plus en détail. Je ne pense pas que le fait que celui qui a utilisé le jardin, parce qu'en même temps c'est normal, il est relativement normal que celui qui a été utilisé le jardin donne en retour une partie de sa production. Mais on va voir que tout le détail, et c'est justement dans le détail que se niche le diable. La question est de savoir quelle est la part qui va être donnée par celui qui a travaillé à celui qui a proposé la terre, parce que finalement, cette question, c'est celle qui est centrale dans nos économies. Comment répartit-on les frais du travail? Et cette question-là, elle est laissée en suspens par Rachel Botsman, qui voit juste quelque chose de formidable dans cet accès au Lawnchair. Et finalement, pour ce qui, pour elle, représente le mieux cette forme d'économie collaborative, c'est l'idée de service de produit. Et là, j'avoue que la manière dont elle présente les choses est très efficace. Elle prend l'exemple qui est très utilisé sur Internet de la perceuse. Comme elle le dit, effectivement, la plupart d'entre nous avons une perceuse que nous n'avons utilisée qu'au grand maximum 15 à 20 minutes au cours de toute notre vie. Effectivement, quand on voit le développement, alors, la plupart du temps, si on a utilisé sa perceuse que 15 à 20 minutes, c'est qu'on a acheté une perceuse de très mauvaise qualité, pas chère chez Lidl, et qu'elle a pété au premier coup, à la première vis qu'on a essayé de mettre en place. Mais son idée est intéressante parce qu'elle dit finalement, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de la perceuse, mais du trou. Moi, j'aime bien cet argument. C'est le truc qui parle. Je comprends, là, on est vraiment dans la stratégie. Si on revoit la photo de Rachel Botsman, elle a le petit micro-cravate, le petit micro-oreille, machin, ça. On est vraiment dans un show à l'américaine, donc on est vraiment aussi dans une communication à l'américaine. Et on est souvent justement dans la communication, comme le savent tous les marketeurs, on est toujours dans l'utilisation de petites anecdotes et de petits exemples qui parlent bien. Effectivement, ça parle bien, cette idée, j'ai pas besoin de la perceuse mais du trou, et donc ça nous renvoie à l'idée que finalement, plutôt que d'avoir une perceuse que j'ai chez moi qui ne va m'avoir servi dans ma vie que 15 minutes, cette perceuse, elle peut circuler dans mon quartier, être utilisée par plein d'autres gens qui ont finalement besoin de l'utiliser que 5 minutes et de percer un trou avec, etc. Et là, quand elle commence à développer son exemple, on se dit, bah oui, c'est vrai qu'effectivement, là, on est dans une économie de partage, etc. Sauf que, comme elle le dit immédiatement, c'est aussi l'occasion pour celui qui va prêter sa perceuse de se faire de l'argent. Mais en fait, quand on prête quelque chose, on ne perçoit pas d'argent, sinon ça s'appelle de la location. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est toute l'ambiguïté de cette économie collaborative sur laquelle je vais revenir ensuite, c'est le fait que de l'argent circule pour des échanges de services, ici en l'occurrence le service de ma perceuse, et je ne vois pas ce qu'il y a de différent entre la location d'une perceuse chez Monsieur Bricolage ou la location d'une perceuse auprès de mon voisin si je dois rémunérer ce service d'une manière ou d'une autre. C'est toute l'ambiguïté. Le temps utilisé par Rachel Botsman pour finir sur cette présentation pour illustrer le fait que c'est une véritable révolution qui est en marche. Oui, parce que derrière l'idée de la consommation du service de la perceuse, on a besoin du trou et pas de la perceuse, il y a une idée en même temps relativement forte,
Si pour 50 personnes qui auraient acheté chacune une perceuse pour percer un trou chez eux, pour monter un meuble Ikea, etc., finalement on n'a plus qu'une seule perceuse achetée et mise en commun, bien entendu, c'est une chute colossale du marché de la perceuse. Et ici, on aurait effectivement quelque chose de très important qui se jouerait. C'est effectivement une sortie de la consommation de masse individuelle et derrière, une sortie de la logique de production de masse qui s'est appuyée sur le fait que oui, chacun d'entre nous souhaitait avoir une perceuse, un machin, ça. Et le meilleur exemple d'après elle, c'est celui de la voiture. C'est celui de la voiture qui finalement n'est guère plus utilisé que la perceuse. Et ça, c'est le grand argument de ceux qui viennent nous vendre le partage de la voiture. Je prends ma voiture pour me déplacer d'un point A à un point B. Une fois que je suis garé là où je devais me garer au point B, ma voiture reste inutilisée. Pourquoi est-ce que je ne la mettrais pas du coup en accès d'usage pour quelqu'un d'autre qui pourrait l'utiliser, puis me la range, etc. Et là, on est dans le principe qui est celui qu'on trouve du Vélib, de l'autolib, etc. C'est l'idée que finalement, ce dont on a besoin avec une voiture, ce n'est pas de la voiture elle-même, c'est du service de déplacement, de locomotion, de mobilité que m'offre le véhicule. Et elle nous montre ici que finalement, on aurait donc du coup une évolution radicale du marché de l'automobile. On passerait de la domination par des grandes marques, et ici, c'est pas anodin le tableau qu'elle utilise, on passe de la consommation, de l'achat et de la consommation individuelle de voitures vers la fin, de la location de pair à pair, en peer-to-peer de la voiture, et on voit que du coup, ce qui change, ce sont les opérateurs qu'on va trouver sur les marchés. On passe de marchés sur lesquels les principaux opérateurs sont des General Motors, Ford, Chrysler, à des marchés sur lesquels les principaux opérateurs sont des plateformes d'utilisateurs. Et là, effectivement, il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui se dessine, et je comprends en même temps une part de l'enthousiasme qu'elle manifeste dans sa présentation de la situation avec la consommation collaborative, c'est qu'effectivement, on sortirait d'un monde dominé par les grands groupes industriels pour aller vers un monde dans lequel ce seraient finalement les plateformes d'utilisateurs qui seraient des plateformes donc horizontales, non hiérarchiques, avec des individus libres d'entrer, de sortir, etc. Certes. Mais ce ne sont pas ces plateformes qui fabriquent des voitures. Et de mon point de vue, le problème reste entier. Et ça, on va essayer de l'approfondir. Donc du coup, pour revenir à cette idée que nous pouvons être en même temps consommateurs et producteurs, je vais revenir sur la question du réseau, de la collaboration et de la coproduction. Comment pourrions-nous être en même temps producteurs et consommateurs? Là, j'ai utilisé donc une conférence donnée par, je ne sais plus si c'était juste avant ou juste après Rachel Botsman, le même jour, dans ce truc que j'ai trouvé sur Internet. Et là, avec effectivement un chercheur, plutôt économiste, qui vient nous expliquer des choses intéressantes sur ce que c'est que le travail en réseau et qui effectivement nous parle à tous. Et qui nous renvoie en même temps à ce qu'a été Internet au début, en termes d'espoir, de liberté, de collaboration. Moi, je me souviens que des premières fois où je me suis connecté sur Internet, quand j'étais jeune, enthousiaste, très collaboratif, et c'est vrai que j'ai très rapidement été contacté dans les réseaux dans lesquels j'étais pour mettre à disposition mon ordinateur. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait ou le font encore. C'est-à-dire qu'on donne un accès à une partie de notre ordinateur pour que les ressources, la mémoire, une partie de la mémoire et d'énergie de notre ordinateur soient utilisées en réseau, de telle sorte que plutôt que de travailler avec un ou deux ordinateurs extrêmement puissants, en fait, des individus puissent faire de la recherche et développer des logiciels sur Internet en utilisant la puissance de toute une série d'ordinateurs mis en réseau. Et ça, effectivement, c'était quelque chose de très intéressant et qui participait beaucoup, puisque j'ai vu que dans les activités qu'il y avait dans cette semaine de la gratuité, on insistait beaucoup, parce que c'est toujours là-dessus qu'on insiste, sur la création par Internet, en réseau, de logiciels libres d'accès, etc. Effectivement, tout ce qui a donné lieu à Linux, etc. Voilà, ça s'est fait effectivement dans cette logique collaborative, non seulement de production du savoir et des logiciels, mais aussi de mise à disposition des ressources de nos ordinateurs, sachant que de toute façon, la plupart d'entre nous étant virusés, par différents chevaux de Troie totalement invisibles, de toute façon, nos ordinateurs sont utilisés d'une manière ou d'une autre, sans que nous le sachions. Mais en tout cas, à un moment, c'était une démarche volontaire que de rentrer dans ces logiques-là. Et ce que nous rappelle donc ce chercheur, dont j'ai oublié le nom, c'est l'idée que le réseau... Ah zut, je ne sais plus, le réseau nous permet une maximisation de l'usage des ressources. Et l'exemple qu'il prend est assez intéressant. Il prend l'exemple de la mise en commun
de photos sur Internet. Alors, moi, je ne savais pas que ça existait. Bon, il y a des plateformes, donc on pouvait mettre vos photos par thème. Hein, vous avez pris des photos de vos vacances, je ne sais pas, vous étiez au Cap Béar, dans les PO, vous marquez référence Cap Béar, machin, ceci, Collioure, bidule, et comme ça, vous référencez vous-même vos photos qui rentrent dans une banque de données globale. Et ce que rappelle ce chercheur, c'est qu'en règle générale, on retrouve sur ces réseaux et sur ces plateformes ce qu'on retrouve un peu partout dans l'économie. Ça, du coup, c'est marrant parce que les économistes, comme tous les autres chercheurs en sciences sociales, aiment bien le côté magique des chiffres, et c'est l'idée des fameux 80-20. Ça, c'est une règle, ce serait une règle mathématique qu'on retrouve dans les lois de probabilité, de dispersion des populations, etc. C'est l'idée, par exemple, que 20% d'une population correspond à 80% des critères, d'un ensemble de critères, etc. Alors cette règle des 80-20, pas besoin d'aller dans le détail, mais on la retrouve sur ces plateformes collaboratives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, 20% des utilisateurs contribuent à 80% des ressources qu'on trouve sur cette plateforme et dans ce réseau. Et ils le montrent sur les photos, et c'est vrai qu'on le retrouve, moi j'ai pu le constater sur de très nombreuses plateformes collaboratives. Vous avez quelques individus qui mettent beaucoup et plein d'individus qui mettent très peu. Sachant que de toute façon, ça ne rapporte rien à personne à la base. Hein. Donc c'est en fait une question de motivation individuelle, de volonté de collaborer, machin, etc. Et puis il se peut que de toute façon, vous soyez allé au Cap Béar, vous ayez pris que 2 photos, donc vous n'aurez que 2 photos à mettre, alors qu'un autre aura pris 250 photos. Et donc, ce qu'il montre, c'est que quelques utilisateurs donc, concentrent, et c'est ce qu'on voit ici, c'est un autre graphique hein, que j'ai refait, les données ne correspondent à rien, c'était juste sous Excel pour pouvoir faire un tableau. On voit que, grosso modo, ici, dans l'exemple que j'ai choisi, cet individu concentre 80% de la ressource créée et mise en commun. Et tout le reste ne correspond qu'à 20% de la ressource créée. Et ce que rappelle ce chercheur, et c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsqu'il faut collecter les informations sans passer par les plateformes et les réseaux, le coût de recherche et de collecte de l'information fait que on va d'abord chercher les individus qui ont le plus de ressources, et on ne va pas perdre de temps à aller chercher ceux qui ont peu de ressources. Et comme il l'explique, du coup, ces 20% de ressources qui sont faites ici d'individus qui n'auraient pris que 18, 15, 8, 7, 6, 2, 3, une photo, 20% de la ressource ne sera pas utilisée. On ne saura pas aller chercher ces 20% de la ressource. Il ne le fait pas, mais moi je le fais en tant qu'économiste. J'aime bien après ramener ça au monde de l'entreprise. Ça nous renvoie au fait que, effectivement, si ce n'est pas rentable d'aller chercher ces 20% d'un point de vue purement économique, il n'y a aucune raison d'aller les chercher. Ça nous renvoie à quelque chose d'intéressant dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. L'idée que le marché nous amène toujours à la concurrence, amène toujours à une maximisation de l'utilisation des ressources, c'est faux. Si collecter les 20% de ressources ici n'est pas rentable pour une entreprise, elle n'ira pas les chercher. Ce qui veut dire que 20% de la ressource ne seront pas utilisés. Et donc ici, ce que nous disent les chercheurs, c'est que ce que permettent les nouvelles technologies, c'est justement d'avoir une utilisation maximale de ces ressources. On peut accéder à 100% des ressources. Et ce qui permet en même temps à chacun d'être lui-même coproducteur, alors qu'il aurait été ignoré, mais 1, 2, 3 photos auraient été ignorées. Je deviens moi-même producteur et porteur d'une ressource qui vient s'additionner au collectif. Alors ça nous renvoie aussi à une autre problématique qui est très importante et que je voudrais aborder ici, c'est celle de la question qu'on appelle celle des coûts marginaux nuls. Pourquoi? Parce que dans cette économie de réseau, de mise en commun, d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on va le voir, on insiste beaucoup sur l'idée que finalement, ce qui circule, ce sont des richesses intangibles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des richesses matérielles, ce sont des services, ce sont des connaissances, des informations, et que donc dans cette économie de l'intangible se pose la question du coût de production. Et on le voit par exemple, si on revient sur nos photos, ici il n'y a en fait finalement aucun coût de production à mettre des photos, c'est juste le temps que je vais prendre à télécharger les 3 photos que j'ai prises, les mettre sur mon ordinateur, les mettre en lien sur une plateforme, finalement ça me coûte un peu de temps à moi, et il n'y a aucun coût de production de cette ressource. Le seul coût qu'il y a, alors j'y reviendrai, hein, parce que tout à l'heure, peut-être que ça a déjà fait tilt dans la tête de nombreux participants ce soir, l'idée qu'il n'y aurait pas d'empreinte écologique. Mais attendez, il y a une empreinte écologique colossale. On y reviendra ensuite hein, sur la production de savoir sur Internet.
le coût énergétique de l'envoi d'un email, etc. Mais laissons cette question de côté, on y reviendra après. Parce que finalement, c'est peut-être là que le bas blesse le plus. Ici, ce qui est important, c'est l'idée qu'il y a juste un coût initial important à assurer. C'est le coût de lancement de la plateforme. C'est-à-dire le temps de conception, de mise en ligne de la plateforme. Et une fois que cette plateforme est mise en place, elle fonctionne sans coût supplémentaire. Chacun met des choses en plus. Éventuellement, le seul coût supplémentaire qu'il peut y avoir, c'est si tout à coup on excède les gigaoctets de stockage et qu'il faut augmenter d'un coup le stockage de gigaoctets. Mais ça, finalement, ce phénomène-là qu'on retrouve dans l'économie collaborative, on le retrouve dans l'ensemble de l'économie numérique, de ce qu'on a appelé la nouvelle économie des technologies de l'information et de la communication, qui sont des plus nouvelles technologies, mais juste tout simplement technologies de l'information et de la communication. Et ça nous renvoie à une question qu'on avait déjà abordée, mais il y a 2 ans maintenant, à propos de la fin du travail annoncée par des prophètes comme Jérémy Rifkin, qui nous renvoie à la question de ce qu'on appelle le coût marginal nul. Alors, qu'est-ce que c'est que le coût marginal? Il y a 2 types de coûts lorsqu'on produit un bien ou un service. Il y a ce qu'on appelle des coûts fixes, c'est-à-dire l'ensemble des équipements, des structures, des infrastructures qu'il faut mettre en place, qu'on ait produit quelque chose ou pas. Ces coûts fixes sont plus ou moins importants. Ensuite, il y a le coût variable, c'est-à-dire le coût qui va être lié au fait que je produis une unité, puis une deuxième, puis une troisième. Ces coûts-là sont plus ou moins importants. Le coût marginal, c'est le coût supplémentaire lié à la production d'une unité supplémentaire. Je produis une voiture, si je produis une deuxième voiture, le coût marginal, c'est le coût supplémentaire lié à la deuxième voiture. Ensuite, dernière notion, rassurez-vous, ce ne sera pas très technique, hein. Le coût moyen, c'est que je divise l'ensemble de ces coûts, le coût fixe, le coût variable, j'additionne tout ça et je le divise par nombre d'unités produites. Vous en doutez bien, plus les investissements initiaux sont élevés, plus la part des coûts fixes est élevée, et plus le coût progressif sera faible. Je m'explique. Si je dois monter une usine, par exemple pour produire des voitures, puisque l'exemple utilisé par Rachel Botsman, c'est celui de la voiture, si je monte une usine dont je sais que lorsqu'elle tournera à plein rendement, elle produira 1000 voitures par jour, que j'utilise 1, 2, 50, 100 ou 1000 voitures, le coût initial pour fabriquer, monter mon usine, acheter ma machine-outil, etc., faire tous ces investissements, ce coût reste le même. En revanche, si je produis 1 ou 100 voitures, ce coût global sera divisé par 1 ou 100 si je le rapporte à chaque voiture. Je vais mettre un exemple ici. Supposons qu'il y ait un coût fixe de base, un investissement très important qu'il faille réaliser et qu'ensuite, produire chaque unité supplémentaire de ce qu'on produit, des voitures ou bien des logiciels, puisque c'est à ça que je veux arriver, supposons que ce coût ne représente que 1% du coût initial. On se retrouve du coup dans cette situation-là, où on a un coût moyen qui baisse très rapidement jusqu'à devenir quasi nul. Et on en a un très bon exemple, rassurez-vous, je vais donner quelque chose de très parlant, une fois qu'on est passé sur ce détail technique, avec la création d'un logiciel. Créer un logiciel, c'est effectivement faire des investissements relativement lourds au départ. Il faut acheter des ordinateurs très puissants, il faut payer des informaticiens qui vont bosser sur ce logiciel, et finalement, qu'un logiciel sorte ou pas, ce coût, il aura bien fallu le supporter. Mais ensuite, une fois que j'ai fabriqué le logiciel, et que je le distribue via Internet, le coût de production de chaque unité de logiciel acheté par chaque individu, ce coût marginal, donc ce coût supplémentaire, est nul. Et cette situation est extrêmement problématique parce que ça nous renvoie à quelle est la valeur de quelque chose. En règle générale, on se dit que le prix auquel on achète une chose couvre son coût de production. Et par coût de production, ça veut dire que ça permet de payer l'investissement qui a été fait, ça permet de payer les matières premières qu'il a fallu acheter pour le produire, ça permet de payer le salaire de ceux qui ont travaillé, ça permet de payer les salaires très élevés de ceux qui ont contrôlé ceux qui travaillaient, et ça a permis de payer les intérêts du capital qui a été utilisé pour faire travailler ceux qui contrôlent ceux qui travaillent, etc. Et on dit que voilà, finalement, le prix d'une chose, c'est à ça que ça correspond. Mais, vous voyez, cette idée, c'est qu'on fait un lien tous entre l'idée qu'il y a un prix et qu'il y a en face un coût de production, et c'est d'ailleurs ce qu'on nous rabâche à longueur de temps.
les produits français sont trop chers, ont un prix trop élevé parce que le coût de production des produits français est trop élevé comparativement à celui des produits chinois, etc. Donc cette idée qu'il y a un lien entre le prix et le coût, on nous l'assène régulièrement, c'est quelque chose d'assez naturel, on nous l'assène régulièrement. Or, ce qui caractérise les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est que, on le voit ici, on produit des choses que les gens consomment avec un coût qu'il est impossible d'estimer. Une fois que j'ai payé mes quelques informaticiens pour créer mon logiciel, que je vende ce logiciel 1000, 10 000 ou 1 million ou 2 millions ou 3 ou 5 millions d'exemplaires, mon coût finalement n'augmentera pas. Du coup, quelle est la valeur de ce logiciel? Comment est-ce que je peux déterminer un prix unitaire de ce logiciel? Voilà une question fondamentale qui nous renvoie à la question du pouvoir de marché, bien entendu, et qu'est-ce qui fait qu'on paye un logiciel aussi cher ou pas. Techniquement, on ne devrait pas payer les logiciels, ou très peu. Donc, d'une certaine manière, et oui, si on s'en réfère au coût de production, hein, pas si on s'en réfère au pouvoir de marché de Microsoft et d'Apple, bien entendu. Et du coup, d'une certaine manière, la gratuité, hein, l'accès gratuit au logiciel, ne nous renvoie qu'au fait que finalement, on laisse de côté une première partie, une première étape, qui serait simplement celle de la conception du logiciel, et ce qui veut dire qu'effectivement, on a des gens qui travaillent à la conception de manière gratuite, mais qu'après, on est dans un système qui est relativement juste et équitable et qui correspond à la réalité hein, de ce qu'est l'économie finalement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort dans cette économie collaborative. On va le voir, c'est l'idée de revenir à des choses qui seraient vraies. De la même manière que Rachel Botsman nous dit que finalement, c'est Internet et nos téléphones qui nous permettent de redevenir des primates. Je ne suis pas loin de penser à plein d'égards, mais de renouer avec nos instincts primitifs et primaires de collaboration. Ici, on a l'idée que finalement, on reviendra à quelque chose finalement, qui correspond à la situation de cette économie à coût marginal nul. Et en même temps, il y a quelque chose de fort dans cette économie collaborative, et que je ne voudrais pas oublier de dire, parce que je ne pense pas l'avoir mis dans mes diapos par la suite. On a quand même quelque chose de fort qui nous renvoie au fait qu'il y a une chose importante dans cette économie collaborative, et en particulier lorsque nous agissons en tant que producteurs. Il y a quelque chose d'important qui nous renvoie au fait que ce n'est pas la perspective d'un gain financier qui stimule la créativité. Et là, on a quelque chose de très fort parce que ça vient effectivement, et on aura l'occasion, je l'espère, d'en discuter tous ensemble, ça vient effectivement là fragiliser les bases du système, en tout cas, ça vient fragiliser les bases de justification du système économique dans lequel on vit, et qui nous rappelle que le seul moyen de motiver les gens à être créatifs, à produire le meilleur d'eux-mêmes, c'est le salaire et l'espérance d'un gain. Bon, en même temps, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, on nous explique que c'est ça qui justifie les salaires extrêmement élevés de gens extrêmement créatifs, extrêmement doués dans leur capacité, par exemple, à gérer des entreprises, etc. Mais qu'en même temps, on a déjà vu à plusieurs reprises, c'est pas exactement ce registre qui est utilisé pour justifier la faiblesse des salaires qu'on donne aux gens qui travaillent. Alors, il y a toujours cette ambiguïté hein, dans le discours autour de la rémunération et de la stimulation de la créativité. Mais là, on a quelque chose qui, en tout cas moi en tant que chercheur, m'intéresse, puisque régulièrement j'entends dire que c'est parce que nous ne sommes pas motivés, nous ne subissons pas assez la contrainte financière que nous ne trouvons pas assez de choses. Hein. L'idée c'est donc qu'un chercheur trouve plus quand il a plus d'espérance de gain. Peut-être. Je n'en sais rien de toute façon, puisqu'on ne gagnera toujours pas plus. Je ne vais pas vous dire si on arrivera à trouver plus. Alors, après avoir posé un petit peu tous ces éléments, cette manière de présenter les choses, je vois que j'ai déjà un peu entamé aussi, d'une certaine manière, les éléments de réflexion que j'aimerais partager avec vous ce soir sur cette économie collaborative. La question est de savoir si nous sommes confrontés à une nouvelle économie ou pas. Et on va aborder ça à travers 3 points différents. Est-ce que, comme nous le dit par exemple Rachel Botsman, cette nouvelle économie correspond au développement de nouvelles attentes? Nous aurions des attentes collaboratives, des attentes de moins d'empreintes environnementales, etc. Ensuite, est-ce que ça a conduit au développement d'une nouvelle économie qui serait faite de ressources intangibles? Et enfin, on verra dans quelle mesure cette économie collaborative vient vraiment interroger la propriété, jusqu'où on va dans cette interrogation. Alors, premièrement, le développement de nouvelles attentes. C'est très marrant parce que l'autre jour, je crois que c'était sur France Inter, oui c'est ça, l'émission du dimanche sur France Inter qui est insupportable entre midi et deux, mais bon, c'est l'heure à laquelle je fais à manger, j'écoute la radio, et dans le grand débat qui réunit d'immenses intellectuels de la scène française, ceci dit, l'un des deux s'en sort plutôt pas mal. Enfin bref, la question c'était celle de l'individualisme. Ah oui c'est ça, c'est Pascal Amac.
Alain Minc était venu à nouveau prodiguer sa bonne parole et une pensée extrêmement profonde sur un sujet hautement original. Alain Minc était venu expliquer que nous sommes dans une société de plus en plus individualiste. Merci Alain Minc. Et ce qui était intéressant pour moi, je vous l'avoue, c'est en tant que très ancien étudiant, c'est que le débat n'a pas évolué de ce que j'entendais là. Bon, en plus, les arguments étaient même un peu plus faibles que ceux qu'il y avait, et dont j'ai déjà parlé ici, dans les années 80. J'ai fait mes études à la fin des années 80. Et lorsque j'étais étudiant, au début de ma thèse, effectivement, il y avait beaucoup d'interrogations autour de l'individualisme. On était en pleine période de succès de gens comme Bernard Tapie, hein, je me souviens, il avait une émission de télé sur la réussite entrepreneuriale, etc. Et il y avait beaucoup de débats chez les chercheurs en sciences sociales autour de cette question de l'individualisme. Et des interrogations sur les facteurs qui conduisaient à une individualisation croissante de la société. Je ne vais pas revenir sur certains points, mais j'avais déjà eu l'occasion de vous expliquer que du coup, les sociologues expliquaient que c'est à cause des économistes. Et c'est quelque chose de fort. Les économistes ayant expliqué que la société pourrait survivre et même être parfaitement coordonnée et aller vers la croissance en s'appuyant uniquement sur les intérêts égoïstes des individus, effectivement, les économistes avaient défendu un modèle de société dans lequel il suffisait qu'on soit tous des égoïstes. Il n'y a pas besoin de collaboration, de coopération, et effectivement, la théorie économique repose sur l'absence de coopération. La théorie économique repose plus sur la défiance que sur la confiance, par exemple. C'est partie des fondamentaux des économistes. Et donc il y avait déjà beaucoup d'interrogations autour de ces questions-là. Il y avait déjà, bien entendu, des moralistes qui expliquaient que cette individualisation, cet individualisme était directement le résultat de la pensée sauvage de mai 68, etc. Ce qui, à bien des égards, n'est pas totalement faux. Et maintenant, j'avoue que, une trentaine d'années après, et c'est pour ça que j'étais un peu atterré des débats qu'il y avait sur France Inter, c'était assez pauvre, parce que finalement, ça ne nous renvoyait pas suffisamment à l'histoire longue. Et au fait que, effectivement, ces outils que nous utilisons, ces outils qui sont au cœur de l'économie collaborative, Internet et ses réseaux, l'ensemble des logiciels et des technologies que nous utilisons, sont nés, effectivement, en Californie, dans la Silicon Valley, dans un contexte très particulier qui associait, de manière très étrange, la recherche militaire, et un financement très important de l'industrie, de l'armement et de l'industrie militaire. L'armée avait besoin de développer des réseaux de communication qui puissent échapper à l'espionnage classique, etc. De leur côté, dans l'industrie de l'armement, on avait besoin de développer toute une série de nouvelles technologies. Et il y a eu un financement très important de la recherche en informatique. À ce moment-là, les premiers grands ordinateurs ont été développés par l'armée, par la NASA, etc. Enfin bref. Et donc, la collusion, enfin, la coïncidence des intérêts du pouvoir et de la grande industrie, en même temps, le développement de toute une série d'activités de jeunes très créatifs, effectivement, les pionniers de l'informatique dans la Silicon Valley et en Californie, en général, étaient des jeunes plutôt libres qui aspiraient à créer de nouveaux outils de liberté et d'épanouissement individuel. Et c'était très intéressant de voir comment la culture de Woodstock a imprégné les débuts d'Internet et a conduit, alors pour ceux que ça intéresse, il y a un excellent ouvrage qui doit s'appeler La siliconisation des esprits, ou du monde des esprits, je ne sais plus, qui est vraiment un très bon ouvrage dans lequel l'auteur, dont j'ai oublié le nom, j'aurais dû le noter pour aujourd'hui, rappelle comment est-ce qu'on a cette conjonction finalement entre un esprit de liberté qui va s'épanouir dans tous ces outils. Et il est normal qu'aujourd'hui on parle de collaboration, de liberté, de relations horizontales, puisque ça a été créé par des gens qui ont pensé comme ça, et en même temps comment cette pensée de liberté individuelle a conduit à un individualisme forcené, à un repli sur soi, qui a en même temps fragilisé les individus et les a rendus totalement, disponibles, puisqu'on parlait du temps de cerveau disponible à l'époque, sur TF1, le temps de cerveau disponible pour les publicités, mais qui a rendu tous ces outils, ont rendu les individus tout à fait totalement perméables et disponibles pour la pénétration des esprits via ces réseaux des grands industriels. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, notamment, tous les débuts de l'économie collaborative ont été récupérés par la grande industrie. Et comment, finalement, systématiquement, on va y revenir, le capital reprend la main sur toutes les initiatives qui pourraient lui échapper à un moment ou à un autre. Donc finalement, cette idée d'épanouissement individuel sur Internet, c'est pas nouveau, c'était là dès le début des naissances de l'ordinateur
personnel, hein, le personal computer, c'était ça là-bas, c'était vraiment ça, accéder à un ensemble de connaissances vastes, etc. Et comme si d'une certaine manière, il y avait en permanence hein, la volonté de revenir à l'idéal initial d'Internet, malgré, et c'est quelque chose de très surprenant, hein, malgré finalement le constat permanent que cette liberté est totalement fictive, et que le seul moyen de trouver de la liberté, c'est en permanence de recréer de nouveaux réseaux, et que c'est finalement d'être dans une fuite en avant face à la pénétration dans les réseaux par la grande industrie. Donc, effectivement, il n'y a pas comment dire, de contradiction entre la recherche de l'épanouissement individuel et de l'individualisme, et qui nous renvoie à l'idée de consommation comme contrainte ou plaisir. Voilà, ça c'est le grand truc de Rachel Botsman, on changerait notre manière de consommer et on serait plus distant par rapport à la consommation. Alors là, que nous disent les chiffres? Effectivement, les Français vivent beaucoup la consommation plutôt comme une contrainte, une nécessité, hein, on le voit, c'est quelque chose qui augmente hein, régulièrement dans le temps. On prend de plus en plus la consommation comme une nécessité, de moins en moins comme un plaisir, et en même temps les deux. Il y a même des gens qui ne savent pas. Voilà typiquement ce que nous disent les statistiques en sociologie sur l'ensemble des... Voilà, c'est des sources, c'est Trade-off pour que je cite les sources. Voilà ce que ça nous dit que finalement on est peut-être de plus en plus hésitant face à la consommation et que nous retirons moins de plaisir de la consommation. Peut-être y a-t-il une évolution à ce propos. Nous serions en quête de sens. Et c'est à ça que nous renverrait finalement le fait qu'on vit un peu plus la consommation comme une contrainte. Alors, est-ce qu'on rejette véritablement la consommation et qu'on est en quête de sens? Il y a des enquêtes assez intéressantes qui nous montrent, hein, vous le voyez, sur 20 ans, entre les années 90 et les années 2010, on voit que finalement, dans nos aspirations, par exemple, il y a une catégorie, moi, ça m'intéresse, par rapport, ça fait directement écho à ce que je vous disais tout à l'heure, la classe réussir, qui a rassemblé 16% des consommateurs en 93, a disparu. Les enquêtes. Comme Bernard Tapie a disparu de la télévision. Peut-être qu'il y a des trucs qui évoluent. Je ne sais pas, je vous montre ces chiffres pour que vous les voyez. Moi, je n'en tire pas d'analyse particulière, je constate juste que, effectivement, les gens sont plus sensibles à la question de la sensibilité, de la famille. Mais en même temps, si on met en même temps santé, famille, argent, amour, ouais, ça fait bizarre d'avoir l'argent au milieu de tout ça. Fais des enquêtes sociologiques. Donc, nous rejetterions la consommation de masse, nous serions en quête de sens, peut-être. En même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'industrie s'est très vite adaptée à cette quête de sens. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ce sur quoi s'appuient, ce qu'ont permis les nouvelles technologies de l'information et de la communication, je vais dire, technologies de l'information et de la consommation, puisque ça revient bien à ça, c'est une forte évolution hein, qui a été permise par l'ensemble des nouvelles technologies, c'est qu'on est de plus en plus dans une individualisation de l'offre. Je pense qu'aucun d'entre nous dans cette salle n'a le même service rattaché à son téléphone. On doit être, bah oui, on est forcément tous chez un des 4 opérateurs, parce qu'on est en situation d'oligopole, et en même temps, chez chacun de ces opérateurs, nous avons tous des services individualisés. Et ça, c'est le grand mythe des technologies de l'information et de la communication, de pouvoir répondre plus directement à nos besoins. Mais d'ailleurs, c'est ce que font en permanence les réseaux. Les réseaux servent avant tout à collecter des informations pour nous vendre quelque chose qui serait le mieux ciblé possible, qui correspondrait le plus à ce que nous sommes. Donc il y a une tension entre cet individualisme de consommation, en même temps le rejet de la consommation, mais l'industrie sait très bien nous vendre les choses différemment. Alors, est-ce que nous avons un plus grand souci social et environnemental aujourd'hui? Que nous disent les chiffres? C'est pas très clair. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation croissante, par exemple, de la consommation issue du commerce équitable. Un gros marqueur de ce développement du commerce équitable, c'est le développement des rayons bio et commerce équitable dans les grandes surfaces. Si l'industrie s'en saisit, c'est qu'effectivement, ça répond à un besoin de consommation. Ce qui est intéressant, c'est l'émergence de l'idée de frugalité choisie. Nous serions tous attirés, enfin tous, une partie d'entre nous serait attirée par une forme de frugalité pour avoir une moindre empreinte écologique. Bon, en fait, les enquêtes, j'aime bien cette enquête-là, nous montrent que finalement, la frugalité n'est pas tant choisie que subie. Hein. Alors, les gens disent qu'effectivement, donc ah oui, ça c'était sur la sensibilité à l'acte citoyen, les gens effectivement ils sont relativement sensibles, mais de fait, ah ben je ne l'ai pas. Si, voilà, sur la frugalité. On voit que
lorsqu'on regarde un petit peu la répartition des situations, on voit que la frugalité choisie ne correspond qu'à 14% des consommateurs qui eux-mêmes se définissent comme consommateurs engagés. Donc ça représente, vous le voyez ici, une part relativement faible de la population. Ces consommateurs engagés qui s'engagent dans la frugalité choisie, qui la plupart du temps consomment également des produits bio et des produits issus du commerce équitable. On voit que cette part-là est équivalente à celle des contraints. Ceux qui adoptent une frugalité parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas assez d'argent, ceux qui le font plus par économie, ceux qui sont plus stratèges, ceux qui prennent tous les tickets de réduction dans les magazines, dans les machines, etc. Je perds régulièrement cette souris. Donc, on aura une forme de frugalité choisie qui, en même temps, est relativement faible. Et la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes vraiment engagés dans une consommation qui nous permettrait de changer les choses? Alors là, les chiffres sont vraiment pas terribles. Il y a une augmentation, mais on constate que, et c'est là où on retrouve notre population des 14-15% de Français qui se déclarent soucieux de l'empreinte sociale, environnementale de leur consommation, qui est relativement faible. Bon, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins de gens, vous voyez, entre 2002 et 2006, c'est dommage, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, je suppose qu'on ne devrait pas tarder à avoir à nouveau des enquêtes là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moins de gens qui osent dire qu'ils s'en foutent. Dans les 61% en 2002, il y en a plus que 55% en 2006. Alors, c'est aussi quelque chose d'important. Ce qui est important dans les réponses, là, les gens qui nous disent « oui, j'y pense parfois », quand ça, c'est les 29% qui ont augmenté. C'est là qu'on a quelque chose qui se joue peut-être. C'est une modification des représentations que nous avons vis-à-vis de notre consommation et de ses impacts. Peu importe finalement, et c'est toute l'ambiguïté quand on fait ce genre d'enquête, grosso modo, c'est des enquêtes qui intéressent les sociologues pour savoir comment nos comportements évoluent, mais qui intéressent aussi les marketeurs pour savoir ce qui va se vendre, bien entendu. Donc c'est pas pareil de dire oui, je pourrais y être sensible et en même temps de déclencher l'acte d'achat. Et c'est pour ça quand on voit si les gens seraient prêts à payer, prêts à payer plus cher, par exemple 5% de plus pour avoir des produits qui seraient mieux socialement, environnementalement, là les chiffres sont plus aussi forts et en plus on n'a pas de coïncidence entre ce que déclarent les gens et leurs pratiques. Mais ce qui peut s'expliquer de plein de manières. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les gens ressentent que du coup ça devient de plus en plus difficile de dire je m'en fous quand j'achète un produit, de savoir comment il a été produit, est-ce que ça a été par des gamins sous-payés, est-ce quelle empreinte environnementale ça a eu, etc. Donc ça en soi c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant de savoir que nous sommes plus sensibles, mais finalement on voit que ça reste très marginal. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on interroge les gens sur leurs pratiques collaboratives, et ça y est, nous y revenons après cette question d'engagement et de modification de nos attentes, et bien c'est que le premier motif à participer à l'économie collaborative, c'est un motif, bien entendu, financier. Lorsqu'on demande aux gens la première réponse, deuxième réponse, on voit que pour 67% d'entre eux, la participation à un moment ou à un autre à une plateforme d'échange, de troc, etc., s'explique avant tout par le fait de gagner de l'argent. Oui, j'ai loué ma perceuse ou j'ai fait des économies en n'achetant pas de perceuse. Ça nous renvoie à ça. Qu'on a une partie qui est liée à rencontrer des gens, etc. Mais on voit qu'on tombe très vite. Là, on n'est plus qu'à 16% sur la question du lien social, si vous vous souvenez des caractéristiques que j'avais mis au tout début de l'exposé. Et on n'est qu'à 10% pour protéger l'environnement, 13% pour contribuer à la société, à rendre la société meilleure, etc. Donc fondamentalement, on voit que les motivations des individus à rentrer dans ces pratiques-là ne sont pas aussi... Enfin, j'allais dire, elles ne sont pas aussi claires, si, elles sont clairement peu collaboratives. Et elles restent effectivement centrées sur des motivations individuelles. Donc il est difficile de dire qu'il y a des changements radicaux de pratique, dans le sens où, non seulement on voit qu'il n'y a pas d'évolution radicale des attentes et des comportements des individus globalement, mais qu'en plus, lorsqu'on s'intéresse à ceux qui participent à l'économie collaborative, l'argent est le motif principal. Ceci dit, ce n'est pas pour autant, que mes propos soient clairs, ce n'est pas pour autant une condamnation de ces pratiques-là, parce que, et c'est toute l'ambiguïté sur laquelle on va revenir, c'est est-ce que cette économie est une économie de nantis, qui pratiquerait la collaboration et l'échange, ne serait-ce que parce qu'ils ont un accès à Internet, etc. Ou alors est-ce que c'est aussi un moyen pour des populations défavorisées d'accéder à des ressources? Et c'est justement tout truc. Donc finalement, dire qu'on fait de l'économie collaborative pour des raisons d'argent, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent, ça pourrait tout à fait se comprendre.
Mais l'idée, la question, c'est... Et ce qui est intéressant, j'avais oublié cette diapo-là, c'est qu'on constate qu'il y a plus de partage en période de crise et moins lorsqu'il y a de la reprise économique. Je vous avoue, là, on a un résultat qui est assez intéressant, puisqu'on voit là qu'il y a une baisse des croisements de courbes sur la question de l'usage d'un bien est plus important que sa propriété, etc. La stagnation de la revente et de l'achat d'occasion. Là, j'avoue que ce sont des chiffres qui m'ont surpris. D'abord, je vous avoue que ce qui m'a surpris, c'est qu'on parle de reprise économique. Et déjà, ça a été une première chose. Mais bon, admettons, effectivement, il y a pour une partie de la population une reprise de l'activité économique. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas trouvé les mêmes données ailleurs, pour faire des comparaisons avec la situation française. Mais ça pourrait... Vous voyez ici toutes les explications différentes qu'on peut avoir. Et là, j'avoue honnêtement, les failles de la recherche en sciences sociales, quand on est confronté à ça, quand on fait de la recherche en sciences sociales, on peut avoir plusieurs types d'analyses. On pourrait se dire, bah oui, forcément, puisque comme c'est l'argent et l'économie qui est le fait de faire des économies qui sont le motif principal à se lancer dans une économie de partage, etc., c'est normal que quand on a un peu plus d'argent, on a moins besoin de cette économie de partage. En même temps, vous voyez, c'est marrant, les interprétations et les a priori. Moi, je me serais dit qu'a priori, on partage d'autant plus facilement qu'on a plus de ressources. Plus j'ai de moyens, par exemple, si j'ai les moyens de m'acheter une perceuse, je la mettrai plus volontiers en accès libre et en partage avec d'autres que si je n'ai pas les moyens d'acheter une perceuse. Enfin voilà, vous voyez, on peut avoir différentes interprétations. Et là, c'est chacun avec ses représentations et ses valeurs individuelles qui est confronté à ce que du coup peut être cette économie de partage. En fait, d'une certaine manière, si on prend les deux arguments, je me mets dans une économie de partage parce que je suis en situation de difficulté financière. Ça, c'est un premier argument. Ou je me mets dans une économie de partage parce que justement j'ai des ressources financières qui me permettent de partager avec ceux qui ont moins. En fait, dans tous les cas, ça ne devrait faire qu'augmenter. Mais on voit qu'il y a un impact ici d'évolution économique que j'ai du mal à expliquer, et d'ailleurs que les auteurs de l'article dont j'ai tiré ces données n'expliquent pas. Ça, ils prennent garde à ne donner aucune explication, juste ils se bornent à noter effectivement cette évolution. Donc, est-ce qu'il y a de nouvelles attentes? Fondamentalement, je ne crois pas. C'est-à-dire que ce que nous montre l'ensemble des documents, des articles qui sont produits, des statistiques, etc., c'est que cette économie collaborative ne correspond pas véritablement à une modification des comportements des individus et de leurs attentes. Peut-être une nouvelle manière de les exprimer, peut-être une nouvelle manière d'utiliser des ressources, etc., mais pas une modification des attentes des individus. Est-ce que ça conduit... Alors ça, je vais passer... Alors... Voilà, ici on a une question importante, qui nous renvoie à l'interrogation sur l'épanouissement individuel et l'action collective, et qui va nous renvoyer à la question que j'ai soulevée tout à l'heure. C'est la question de cet épanouissement individuel et de l'action collective. Ce qui me frappe dans cette économie collaborative, et ça renvoie donc à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'on pense la collaboration sans lien direct. Enfin, si, il y a un lien, oui, sans lien direct. C'est là que je me dis que ça doit être un effet générationnel. En tout cas, moi, je ne vois pas de lien direct. On est dans une relation par Internet, de pair à pair. Et effectivement, je suis en contact avec quelqu'un sur Internet. Et finalement, je connais cette personne grâce à quoi? Si je suis dans un réseau d'échange, etc., grâce à sa note. Son taux de satisfaction. Et comme l'explique Rachel Botsman, c'est ça qui fait que je vais faire confiance à quelqu'un. Est-ce que cette personne a déjà échangé des choses avec d'autres gens? Combien d'étoiles elle a? Quel est son pourcentage de satisfaction? Et finalement, il n'y a pas de différence dans ces réseaux entre la manière de noter des marchands, puisque vous voyez, sur Internet, vous avez la même chose, on note les marchands, les expéditeurs, en fait, de la même manière, on évalue les gens qui prêtent des choses, etc., qui les échangent. Donc c'est comme ça que se fait la confiance, et c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que si on revient à ce que nous disait Rachel Botsman, c'est là-dessus que je voulais insister, pour conclure les réflexions, enfin, pour conclure, en fait, d'une certaine manière, ouvrir les réflexions autour de ces questions. Si vous vous souvenez de la manière dont Rachel Botsman explique les choses, nous aurions un instinct qui nous pousserait à agir collectivement et à collaborer, notre instinct du primaire. Et en même temps, c'est le développement de la consommation de masse qui nous aurait rendu plus individualistes. Et c'est pour ça que dimanche, en écoutant cette émission sur France Inter, je rongeais mon frein en me disant mais comment est-ce qu'on peut en être toujours à faire porter sur chaque individu
la responsabilité d'une dynamique globale d'individualisation. Et c'est vrai, on peut tous avoir des regards différents sur les individus. On peut considérer que nous sommes tous, chacun responsable de la situation dans laquelle nous sommes, des choix de vie que nous faisons, etc. Si nous sommes tous repliés les uns sur les autres en tant que consommateurs et propriétaires, c'est parce que nous l'aurions choisi à un moment ou à un autre. Mais ce qui, moi, me frappe dans tout ce que j'ai pu voir sur cette économie collaborative, c'est l'absence de réflexion sur les conditions sociales qui génèrent non pas de l'individualisme, mais de l'isolement. Isolement qui, d'une certaine manière, est magnifié, transfiguré par le réseau. Parce que finalement, le réseau, c'est la mise en lien de toute une série de solitudes qui se donnent l'impression, du coup, de devenir un nouveau nous, un nouveau groupe, un nouveau collectif. Et c'est important, hein, cette création de nouveaux groupes par affinité, par étoile de notation sur Internet. Bon, c'est important qu'il y ait ces formes de sociabilité-là qui se développent. Mais ce qui est intéressant, c'est de ramener tout ça à la consommation. Pourquoi? Parce que ramener ça à la consommation, c'est nous renvoyer à notre responsabilité. Et effectivement, on peut dire par exemple, je suis responsable dans ma consommation, par exemple, c'est vrai, je suis responsable avec ce téléphone, de la destruction de l'environnement, d'avoir fait travailler des gamins à l'assemblage, des composantes, des machins, etc. Et d'enrichir des très grands groupes industriels qui ne payent des impôts nulle part. C'est vrai que j'en suis responsable. Mais pour autant, peut-on dire que chaque individu a été responsable dans ses choix de consommation, hyper-individualistes, d'hyper-consommation, de la situation dans laquelle on est? Et ce qui m'intéresse, là, vraiment, c'est le fait que l'appareil productif, le système dans son ensemble n'est jamais véritablement interrogé. On interroge qu'une partie, un épiphénomène du système, c'est la consommation. Mais la consommation, ce n'est que le bout de chaîne du système économique dans lequel nous sommes. Et en amont, il y a plein d'autres choses. Et pour rebondir sur ce qui a été au cœur des interventions des cafés éco que j'avais fait à la fin de l'année dernière, c'est nous renvoie au fait que la dislocation du lien social, est-ce qu'elle est le fruit de tendances individualistes qu'on aurait, qui seraient développées dans l'hyperconsommation, ou est-ce que ce n'est pas plutôt le résultat d'une série d'évolutions socio-économiques qui sont propres au développement capitaliste, qu'on a vu, par exemple, des fractures territoriales très fortes, qui renvoient à des mobilités qui sont forcées. Est-ce que quand on parle notamment d'une consommation hyper-individualiste de la voiture, eh bien, encore une fois, je me rappelle, si par exemple moi je prends ma voiture tous les matins pour aller travailler, c'est parce qu'il n'y a pas de ligne de transport collectif pour aller de mon lieu de logement que je n'ai pas choisi, mais dans lequel je suis parce que je n'avais pas les moyens de voyager. Si on reprend ce qu'on avait vu sur les fragmentations territoriales, je me retrouve à habiter à un endroit parce que je n'ai pas les moyens d'habiter près de mon travail, parce que près de mon travail, il y a les phénomènes d'agglomération, de concentration, et il n'y a qu'une partie de la population qui peut vivre auprès des lieux où on travaille, enfin, sauf bien entendu quand on est agriculteur et qu'on habite dans sa ferme, quoique en plus, il y a une augmentation du nombre d'agriculteurs qui se retrouvent à ne pas pouvoir habiter la ferme dans laquelle ils sont obligés de louer des terres, ils n'ont plus forcément les moyens d'avoir une ferme, etc. Enfin bref. Et d'y loger, ça, c'est encore un autre problème. Et donc je me retrouve dans une mobilité forcée, donc effectivement, j'ai besoin d'une bagnole. C'est compliqué de faire du covoiturage, bah oui, c'est vrai, c'est pas par manque de volonté, mais c'est compliqué de faire du covoiturage parce que tout le monde va. Là, pour le coup, il faut une coïncidence des besoins, il faut que je trouve des gens qui vont travailler exactement à la même heure que moi, qui ont des enfants dans la même école, qui vont sortir à la même heure, etc. Enfin, c'est plein de choses très compliquées, hein, quand on a tout ça à gérer. On est donc confronté à des mobilités sur lesquelles on n'a pas le choix, et donc qui en même temps conduisent à des isolements, hein, parce qu'effectivement, le fait de se déplacer en permanence, d'avoir un lieu de travail et un lieu de vie qui sont différents, et parfois même des lieux de consommation qui sont différents, font qu'on a une perte de temps dans les mobilités qui nous isolent les uns des autres, et c'est intéressant, parce que quand on voit l'utilisation des grandes surfaces, etc., je pense que c'est un plaisir pour personne, il faut suivre parfois pour flâner, pour se perdre, et méditer finalement, méditer en marchant au bord d'un lac, dans une grande surface, le résultat peut être le même, mais c'est rarement un choix. Encore une fois, ce sont des modes de consommation qui sont contraints. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'isolement qui est lié à l'organisation des territoires, hein, dont on a parlé dans les deux précédents cafés éco. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, cette réflexion sur la consommation collaborative et l'économie collaborative dans son ensemble n'interroge pas la fragilisation des relations de travail. Elle n'interroge pas la fin de l'action collective qui était notre action collective principale pendant très longtemps, c'est de travailler ensemble à un même endroit et la plupart du temps d'être syndiqués ensemble pour défendre nos travails dans un même endroit. Et là, pour le coup, et là je suis directement touché par ça dans la fonction publique, avec le développement du précariat dans la fonction publique, de la contractualisation, etc., on voit très bien comment, dans tous les secteurs, finalement, la fragilisation de la situation de chaque individu
fragilise en permanence l'action collective. Si nous avons moins d'action collective, ce n'est pas donc parce que nous ne souhaiterions plus d'action collective et parce que nous n'aurions pas les outils à disposition à travers les réseaux, etc., mais bien parce qu'il y a une construction sociale de l'isolement de chaque individu. Isolement de l'individu en tant que citoyen, en tant qu'habitant et en tant que travailleur. C'est un isolement qui est toujours multiforme, hein, qui prend différentes facettes. Et on peut voir que l'ubérisation, le développement de l'auto-entrepreneuriat, vont vers ça. Ce qu'on constate, c'est que cette production collaborative, hein, le fait que nous soyons tous, nous devenions tous des producteurs, nous renvoie à cette problématique-là. Ce qu'on voit, c'est que la collaboration par les réseaux et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication vient renforcer au contraire l'isolement des travailleurs et des producteurs. Bien entendu, hein, je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas effectivement des communautés de gens qui travaillent, notamment au développement de logiciels libres, qui travaillent libres, etc. Bien entendu. Mais en réalité, derrière le travail collaboratif, il y a aussi essentiellement, c'est marrant d'ailleurs qu'on parle de travail collaboratif, hein, l'une des grandes marques de fabrique du New Public Management et de l'évolution du management au cours des 20 dernières années, c'est que maintenant votre patron ne vous appelle plus salarié, mais collaborateur. Donc vous pouvez être collaborateur dans votre entreprise, collaborateur derrière votre ordinateur. Vous voyez, c'est intéressant de voir comment le même terme est utilisé dans différents contextes, mais nous renvoie finalement à une réalité plutôt triste d'isolement et de fragilisation des individus. Et pour continuer sur ces questions et conclure, rassurez-vous, allez encore 5 minutes pour laisser un temps d'échange suffisamment long. La question qui se pose, alors ce qui est intéressant, c'est que je ne reviendrai pas sur cette question d'économie intangible, de coût marginal, etc. Ce qui est très intéressant, c'est en regardant donc la communication du collègue de Rachel Botsman, là, qui parlait donc cette économie en réseau, c'est formidable. Et oui, effectivement, on peut y voir plein de choses très intéressantes. Il disait, finalement, dans une économie intangible, on rentre dans un capitalisme sans capital. Et je trouvais cette remarque très, très éclairante, hein, l'idée d'un capitalisme sans capital. Pourquoi? Ça nous renvoie au fait que, par exemple, vous pouvez aujourd'hui monter un projet collaboratif d'investissement dans une éolienne, de l'énergie propre, enfin tout un tas de trucs qui effectivement permettent de sortir du système, permettent de sortir de la domination des grands groupes industriels, de l'énergie, des transports, de machin. Ça nous donne un pouvoir considérable. Et d'une certaine manière, on devient tous, d'une certaine manière, grâce au crowdfunding, des sortes de petits on devient des petits bouts de capital. Alors c'est pour ça que c'est marrant cette idée d'être dans un capitalisme sans capital, dans le sens où on deviendrait tous, d'une certaine manière, copropriétaire du capital. Alors ça renvoie à l'idéal coopératif tel qu'il a émergé au 19e siècle, hein, tel qu'il va se développer. D'ailleurs, c'est marrant parce que les premières coopératives qui ont été développées ont d'abord été des coopératives de consommation. Pas très nouveau cette idée de coopérer dans la consommation. Et ensuite des coopératives de producteurs. Le principe d'une coopérative, il est relativement simple, c'est que normalement, on va dire le principe général, bien entendu, il y a plein de formes, etc., c'est qu'il n'y a plus de distinction entre le capital et le travail. Chacun est en même temps copropriétaire de la coopérative dans laquelle il travaille, ce qui fait que chacun discute en permanence. Ensuite, c'est le principe un homme, une voix, quelle que soit sa place dans l'organisation du travail. On peut avoir une organisation du travail hiérarchique, dans le sens où elle est liée à des tâches de commandement, des tâches d'exécution, etc., mais on a une organisation horizontale dans la gestion de l'entreprise elle-même, du niveau des salaires, de quel niveau d'écart, quels écarts de salaire on tolère au sein de l'entreprise, etc. Et en même temps, on fait du coopératif, parce que chacun est copropriétaire de la structure productive. Et d'une certaine manière, Internet permettrait une explosion de ces pratiques-là, notamment à travers le crowdfunding. Chacun d'entre nous peut devenir un petit Eddie Barclay en coproduisant un jeune artiste, un jeune chanteur sur Internet, etc. Oui, voilà, c'est à ça que ça nous renvoie. Mais l'idée que du coup, ici, l'autre idée qu'il y a, c'est qu'on apporte du capital non seulement sous forme d'argent pour financer les choses, mais aussi sous forme de ressources. On contribue à l'accumulation d'un capital commun, d'une sorte de patrimoine commun, collectif qu'on aurait tous. Et là, il y a quand même beaucoup de confusion chez ces auteurs, parce que peut-on parler de capitalisme sans capital? C'est très étonnant, ce fétichisme de la marchandise, dont parlait déjà Marx au XIXe siècle, de la marchandise et de la machine. Et le capitalisme, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Parce que souvent, on se dit prolétaire, ouvrier, capitaliste, bourgeois, industriel. On pense capitalisme, on pense industrie. Mais le capitalisme, c'est pas ça. C'est déjà bien très clairement ce qu'expliquait Marx. Marx expliquait que le prolétaire, c'est celui simplement qui est obligé de vendre sa force de travail pour survivre. C'est celui qui, à la fin du mois,
s'il n'a pas réussi à travailler, n'a pas d'argent pour aller acheter de quoi se nourrir. Et cette situation de prolétaire renvoie aussi bien à ceux qui gagnent le SMIC qu'à ceux qui gagnent 4, 5, 6 fois le SMIC, c'est-à-dire qui ont besoin de vendre leur force de travail. Donc ça n'a rien à voir avec le type de métier et de travail qu'on fait. Et surtout, comme le rappelle Marx, le capital, c'est une relation sociale. Le capitalisme, c'est une situation dans laquelle certains achètent le travail des autres et contraignent les autres à travailler pour produire une valeur qui est accaparée par celui qui a financé, autrement dit par le capitaliste. Et ici, on a quelque chose de flou et qui nous renvoie à cette question qu'il y avait tout à l'heure, à savoir si par exemple, si je mets mon jardin à disposition d'un agriculteur du dimanche, merci, et qu'à la fin je lui demande de me donner une partie de sa production, bah là il y a une vraie question qui se pose. C'est à partir de quel moment je ne deviens pas tout simplement un propriétaire foncier qui exige une forme de rente sous forme de métallage à la personne qui a fait quelque chose pour elle. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que ce fétichisme-là du capitalisme sans capital et ce fétichisme de la marchandise nous renvoie à quelque chose de très intéressant. C'est que, premièrement, il y a une grande confusion dans tout ça entre le fait que on fasse de l'économie collaborative et qu'en même temps il n'y ait pas de propriété. Parce que si je fais de l'économie collaborative et que nous prenons par exemple dans le cas d'un covoiturage ma voiture, je reste propriétaire de ma voiture. Effectivement, vous allez payer un droit d'usage, mais toute la question qui va se poser, c'est quel prix vais-je vous faire payer? Ça, c'est assez complexe parce qu'effectivement, il y a un coût marginal. Oui, on revient au coût marginal nul. Et là, on n'est pas en train de parler du coût marginal nul de Microsoft une fois qu'ils ont fait Word, qu'ils l'ont conçu, qu'ils font des améliorations marginales et que ça ne leur coûte rien de vous vendre une unité supplémentaire. Non, on est en train de parler. Effectivement, il y a un coût marginal nul. Là, ce soir, quand je rentrais chez moi, que j'ai 3 ou 4 personnes dans ma voiture en plus, plus que moi, le coût de base est le même. Et vous savez tous, peut-être vous avez déjà pris Blablacar, etc., on va payer une somme. La question, c'est comment cette somme est calculée? Est-ce que cette somme prend en compte uniquement un partage des frais d'essence, mais auquel cas, ça voudrait donc dire que le coût varie en fonction du nombre de personnes qu'on va être. Ah bah oui, si on est 2, 3 ou 4, le tarif ne va pas être le même. Or, on affiche un tarif, qu'on ait 3, 4 ou une seule personne qui vient avec nous dans notre voiture. En même temps, je pourrais me dire, oui, mais sur ce trajet, j'use ma voiture. Donc il serait normal que je mette une sorte d'amortissement. Sauf que si je mets une sorte d'amortissement, je deviens un capitaliste. J'ai un capital, ce capital s'use, et je vais faire payer à l'utilisateur l'usure de mon capital. Et là, il y a quelque chose de très complexe qui se met en place, que j'ai du mal à saisir. Je vous avoue que j'ai été confronté dans un entourage très proche à quelqu'un que je connais très bien, qui faisait des trajets réguliers sur une destination peu utilisée, donc finalement sa voiture était très demandée, et il me disait, du coup maintenant le trajet ne coûte plus rien. Je disais, mais si le trajet ne te coûte plus rien, ça veut dire que les autres te l'ont payé, et ça veut dire que... Ça s'appelle du capitalisme. Une logique dans laquelle on fait payer aux autres l'usage de quelque chose qu'on a en propriété propre. Parce que le propre du capitalisme, c'est quoi? C'est d'avoir un capital et de faire travailler les autres pour rembourser son propre capital et l'amortir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les startups de l'économie collaborative restent dans des structures entrepreneuriales très classiques. C'est-à-dire qu'elles ont des idées d'économie collaborative, monter des plateformes, etc. Mais la forme qu'elles vont utiliser sont celles de l'entreprise capitaliste traditionnelle. Elles ne vont pas chercher la forme associative, elles ne vont pas chercher la forme coopérative, la société coopérative, intérêt collectif, etc. Non, elles vont chercher la forme entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que chacun espère gagner de l'argent avec son idée collaborative. Et ça, c'est un motif qui reste extrêmement fort. J'avoue que j'étais très surpris de tomber là-dessus. Et puis enfin, dernier point important, il ne faut pas confondre les communs et les biens communs. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on entend de plus en plus parler de biens communs, de biens que nous aurions en commun, etc. Et là, ça renvoie à des choses extrêmement complexes. Allez, ça, je vais le passer rapidement. Je vais essayer de vendre à la médiathèque que je fasse une intervention spécifique là-dessus l'année prochaine. Parce que là, on a quelque chose d'important. Effectivement, peut-être un mouvement qui est en train de se jouer dont je vais dire deux mots. C'est une question qui vient à la base de la question environnementale. J'avais déjà évoqué une première fois rapidement il y a 2 ans. Et le fait que les économistes, par exemple, considèrent que lorsqu'une ressource n'est pas appropriée par quelqu'un,
elle est gaspillée. Si vous mettez des ressources naturelles en accès libre, tout le monde va venir y ponctionner ce dont il a besoin et la ressource va être gaspillée. Ça, c'est la grande idée des économistes. Et des chercheurs comme Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie il y a une petite dizaine d'années, ont montré qu'en réalité, il y avait d'autres manières de gérer justement ces biens communs. Et vous voyez là, c'est toute la question des biens en accès libre ou pas en accès libre. On y reviendra, parce que cette question de biens communs, de biens qui sont en accès libre ou pas en accès libre, c'est une question que nous n'abordons que très rarement à présent, qui semble paraître, là typiquement on est sur des questions politiques qui semblent trancher, la disparition des services publics, des biens publics, des biens collectifs, un ensemble de choses. On privatise tout, donc tout peut être privatisé, et finalement le fait de monter des start-up d'économie collaborative sur une logique d'économie d'entreprise capitaliste n'est finalement pas étonnant, on est bien toujours dans ce même mouvement. Là, on verra que du coup, c'est pas du tout la même chose de parler de biens communs, de biens collectifs et de parler de la manière de les gérer. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que parler des communs, comme le montre Elinor Ostrom, nous renvoie non pas à des biens en eux-mêmes, mais à la manière dont nous les utilisons. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'Elinor Ostrom soit très peu mobilisée pour parler de l'économie collaborative. Et à mon avis, si elle est peu utilisée pour parler de l'économie collaborative, alors qu'on en parle beaucoup, par exemple en économie de l'environnement, c'est parce que Elinor Ostrom rappelle que les communs ne se caractérisent pas par le type de biens qui sont mis en commun, mais par la manière dont nous les gérons. Et ce que rappelle Elinor Ostrom, et c'est là où ce qui va être intéressant, si on fait le rapprochement avec l'économie collaborative, c'est que on peut parler de commun quand il y a un mode de gestion de certaines ressources sur laquelle un groupe, une communauté va décréter qu'elle a un droit spécifique et dont elle va exclure les autres usages. Ça, c'est quelque chose d'important. C'était à un moment un groupe. Ça peut être, alors on se dit oui, mais si on exclut, c'est compliqué. Ça peut être par exemple de revendiquer que certaines parties de la forêt amazonienne soient en propriété exclusive des tribus qui les habitent. Donc ça peut être quelque chose, on peut en avoir des usages très différents de cette logique d'exclusion des ressources naturelles. Mais ce que rappelle Elinor Ostrom, c'est que la question fondamentale, c'est quelles sont les règles que nous allons mettre en place entre nous pour gérer cette ressource? Quelles sont les règles que nous allons mettre en place pour savoir qui l'utilise, comment, pourquoi, à quelle fin? Et ce qui nous renvoie à une interrogation permanente entre la fin et les moyens et un véritable rapport aux ressources elles-mêmes. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que Elinor Ostrom nous rappelle que cette gestion collaborative s'inscrit en permanence dans un faisceau de droits qui sont extrêmement complexes. Et je vous avoue que ce qui me frappe, et pour conclure là-dessus, puisque c'était à ça que je voulais arriver sur cette économie collaborative, c'est l'idée que, finalement, l'économie collaborative interroge très peu le droit de propriété. C'est-à-dire qu'on part de l'idée que ce qui va faire la collaboration, c'est que des individus cèdent une partie de leurs droits, cèdent l'usage des choses sur lesquelles ils ont un usage, une propriété privée. Et d'une certaine manière, du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans ce processus, on oublie d'interroger l'ensemble des droits qui nous permettent de collaborer ou pas. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est que non seulement dans cette pratique horizontale, encore faut-il qu'il y ait des droits qui nous permettent d'avoir un respect de nos libertés individuelles. C'est bien beau d'en appeler à la liberté individuelle sur les réseaux, sachant que cette liberté individuelle n'est pas la même pour un Chinois, par exemple, pour un Coréen du Nord, pour un Guatémaltèque, pour un Français, pour un Américain. Donc, ce qui veut dire qu'en même temps, nous sommes tous confrontés à une sorte d'économie collaborative qui ferait fi des frontières juridiques, alors que ces frontières sont fondamentales parce que ce ne sont pas les mêmes droits et devoirs qu'on va avoir dans différents pays. Ça, c'est une première chose. Je dirais, ça, c'est la surface. Mais surtout, cette économie collaborative oublie les biens. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup de services, etc., comme si on oubliait les biens qui ont été nécessaires pour pouvoir obtenir ces services. Bien entendu, on va penser à la perceuse. On nous dit que c'est bien que cette perceuse soit mise à la disposition de ceux qui veulent un trou et pas une perceuse. Mais on s'interroge peu sur d'où vient cette perceuse, qui l'a produite, dans quelles conditions, quelle est l'empreinte environnementale. Et ce qu'on sait par exemple, c'est que l'empreinte environnementale des réseaux sociaux était extrêmement lourde. Extrêmement lourde. On ne s'interroge pas sur, comme vous le voyez ici, comment ont été produits les ordinateurs qui sont utilisés, comment est produite l'énergie qui est utilisée pour faire tourner ces ordinateurs, comment sont produits les vêtements portés par les gens qui utilisent ces réseaux sociaux et qui sont dans le collaboratif. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on a l'impression que d'un côté, on aurait une sorte d'économie du partage des services, et de l'autre, une économie de la production des biens qu'on va mettre en partage, mais cette partie-là, on la laisse de côté. On la laisse de côté. C'est pour ça que j'en suis venu à cette question de conclusion. Est-ce qu'on est finalement face à une nouvelle économie de Nanty? C'est-à-dire qu'on aurait d'un côté ceux qui produisent, et ceux-là, ils ne sont pas dans le collaboratif, parce que, bah oui,
les biens qu'on utilise pour faire du collaboratif, ils ne sont pas du tout produits de manière collaborative. Et c'est marrant du coup d'avoir une sorte de séparation. C'est intéressant d'avoir en même temps l'idée qu'on accéderait à toujours plus de connaissances, toujours plus de possibilités de collaborer, et en même temps, malgré cette abondance d'informations, de connaissances que nous aurions, eh ben, on laisserait de côté une série d'informations et de connaissances qui seraient pourtant fondamentales pour pouvoir véritablement penser cette collaboration. Et pour conclure, je dirais que, bien entendu, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais que, de fait, le terme d'économie collaborative ne peut pas renvoyer en soi à plus d'équité, plus de justice sociale, moins d'empreinte environnementale, que pour le moment c'est quelque chose de très marginal, et dans ce très marginal, l'essentiel reste essentiellement, finalement, le développement sous une nouvelle forme, avec de nouveaux outils, de pratiques qui étaient déjà anciennes, qui étaient déjà là. Souvent c'est juste la reconduction de logiques d'emprunt, de location, etc., beaucoup plus que de partage. On est très loin d'une économie de don contre don. On est très loin d'une économie de proximité qui nous permettrait de penser la collaboration et la coopération. Et que, hélas, je ne conclurai pas sur une note très positive, mais pour revenir aux articles qui étaient écrits déjà il y a une petite dizaine d'années quand a commencé ce phénomène de l'économie collaborative, j'ai bien peur qu'à travers la gratuité et l'économie collaborative, on aille vers la gratuité du travail, l'exploitation sans frein du travail, avec un délitement progressif du droit du travail, comme c'est en train de se faire. L'idée que du coup on serait tous des collaborateurs, qu'on viendrait contribuer à la production de richesse sans s'intéresser à ce qu'on en retire, est-ce qu'on vit dans des conditions décentes, etc. On laisse de côté toute une question de justice sociale, au nom d'une forme, je dirais, illusoire de démocratie aussi de la consommation. Et on est peut-être plus proche d'une nouvelle forme du cauchemar capitaliste que d'un cauchemar pour le capitalisme. Je vous remercie pour votre attention, toujours fidèle. Merci à vous. Oui. J'aurais une question parce que je suis venue ici dans l'idée que l'économie collaborative, elle s'appliquait pas seulement à ce qui se fait par le biais des réseaux informatiques. Vous entendez en haut? Non. Bonjour, je suis venue à la conférence parce que je me demandais, enfin, je pensais que ce terme d'économie collaborative était un petit peu plus large que simplement appliqué à ce qui se crée, ce qui se fait par le biais d'Internet et Blablacar. Voilà. Et je pensais en fait que ça concernait aussi d'autres modes d'organisation. Alors, du coup, ma question c'était, est-ce que c'est un terme qui est vraiment spécifique à ce type d'échange par le biais d'informatique, ou c'est un choix de votre part de focaliser là-dessus Alors, il y a deux choses. D'abord, j'ai pas choisi de me focaliser là-dessus, même si de fait, je me suis focalisé sur une partie de cette économie collaborative. Mais c'est pas un choix de m'être focalisé sur ce qui se fait sur Internet, parce que de fait, on constate que les défenseurs de l'économie collaborative, tous les réseaux type WeShare, etc., je précise, quand je parle, du coup, encore une fois, je ne peux pas parler de tout à chaque fois, je me suis focalisé sur l'économie collaborative, et c'est pour ça que j'avais bien pris peine de le dire au début, l'économie collaborative telle qu'elle se montre elle-même sur Internet. C'est-à-dire qu'effectivement, l'économie collaborative, comme elle est diffusée aujourd'hui, et qui du coup est essentiellement de la consommation collaborative, et après j'ai décidé d'utiliser un des chercheurs le plus utilisé par les acteurs eux-mêmes pour parler de l'économie collaborative. De fait, l'économie collaborative couvre tellement de choses, tellement de choses. Le premier article que j'avais écrit sur cette question-là, j'avais recensé les définitions, mais il y avait la plateforme WeShare. Au départ, retenu, ça couvrait une centaine de types d'activités. Du coup, c'était tout et n'importe quoi.
Et ce qui m'intéressait, comme je suis plutôt sensible à l'économie sociale et solidaire, c'était de voir quels étaient les liens qu'il pouvait y avoir entre l'économie sociale et solidaire et l'économie collaborative. Et de fait, il n'y a pas grand-chose en commun. L'économie sociale et solidaire, et dans ses fonctionnements, les fonctionnements de l'économie sociale, et dans ses visées, les visées solidaires, est très éloignée de cette économie collaborative. Donc, une partie de l'économie collaborative nous renvoie à ce qu'était déjà l'économie sociale et solidaire, ça ne nous apprend rien, mais d'une certaine manière, le risque, c'est que ça viendrait noyer, et je pense que les initiatives qui ne correspondent pas à ce que j'ai décrit ici ont tout intérêt à se défier de l'usage du terme collaboratif. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est important parce que les pouvoirs publics sont en train de se demander comment légiférer sur cette économie collaborative, puisqu'il y a tout un nouveau secteur qui est en train de se développer, et la question c'est comment on va pouvoir, et notamment Airbnb, on le voit, pose très clairement, à la base, on est dans une logique collaborative, de mise en réseau, l'idée est plutôt simple, et à la base, c'était pas inintéressant, hein, l'idée que bah, oui, ça me permet de payer un loyer, sinon j'arriverais pas à payer, de mettre mon appartement en location un petit peu. On voit du coup après ce que le système devient derrière. On passe d'un peer-to-peer qui est censé être collaboratif à un peer-to-peer qui devient purement, enfin, pas purement commercial, en même temps sur Airbnb il y a tout, hein, effectivement, on continue d'avoir de tout. Mais j'en étais à dire ça pour dire que oui, donc d'un côté on a cette économie collaborative-là, et en même temps qui pourrait ressembler vaguement à l'économie coopérative, on voit comment c'est très rapidement récupéré, et comment tout est noyé finalement dans un vocable qui conduit aujourd'hui les pouvoirs publics à dire ok, qu'est-ce qu'on va caractériser comme étant ça, comment on va légiférer si ça nous pose un problème, le premier problème étant par exemple sur Airbnb, comment on va prélever une taxe de séjour, comment on va prélever ceci, cela, et les pouvoirs publics là s'y intéressent. À la base, moi, ce qui m'intéressait vraiment dans l'entrée sur l'économie collaborative, c'était comment l'Union européenne était en train de s'en saisir. Et du coup, on voit comment les institutions, les pouvoirs publics, à un moment, demandent aux chercheurs de les aider à définir le truc. Et c'est pour ça que je me suis appuyé sur ces définitions telles qu'elles émergent de la recherche, et on voit qu'encore une fois, c'est tout et n'importe quoi. Mais de fait, ça peut renvoyer, c'est toute la confusion, hein. C'est pour ça que j'ai bien pris garde en début de séance de dire que moi-même, je n'ai pas d'opinion tranchée là-dessus. C'est vraiment pour le coup un partage de réflexion avec vous et de questions qui sont levées, parce que, comme je disais, à la base, dans l'économie collaborative, j'y étais très ouvert. Mes premiers usages d'Internet étaient des usages collaboratifs dans certaines formes que je retrouve là, etc. J'y vois plein de choses très intéressantes pour la production culturelle et artistique. Enfin, il y a plein de choses qui sont passionnantes. Mais en même temps, on laisse de côté toute une série de questions. Et mon questionnement principal étant toujours, dans toutes ces séances, à chaque fois quand on revient à la racine. Et quand on revient à la racine du mal, d'une certaine manière, on en revient à la question de la production, du capital, de l'articulation entre ceux qui détiennent les moyens de production, les ressources, les richesses, et ceux qui ont du mal à y accéder. Alors en même temps, encore une fois, c'est normal qu'on s'enthousiasme sur l'idée qu'on pourrait contourner le système pour créer nous-mêmes des richesses. Mais toutes ces richesses intangibles, encore une fois, c'est pour ça que c'était l'objet de cette conclusion, c'est très intéressant de développer toutes ces richesses intangibles, ces richesses culturelles, artistiques, etc. À la base, c'est bien bouffé. Et le problème, il est là, de manière très triviale. Mais effectivement, cette économie collaborative, on l'a vu là, hein, telle qu'elle s'autodéfinit sur Internet, en plein de mouvements, c'est pour ça que finalement on retrouve, c'est très mainstream, hein, tout ce truc-là, et on voit tous les trucs qu'il y a à côté. Pour moi, par exemple, le Bitcoin est utilisé aussi comme exemple d'économie collaborative, etc. Bah, le Bitcoin n'a rien à voir avec les monnaies locales, par exemple, avec les systèmes d'échange locaux, etc., là, qui sont des actions de proximité, qui sont l'économie sociale et solidaire, où on redéfinit véritablement le rapport de travail, le rapport d'échange, etc. Je ne sais pas ce que vous aviez en tête comme type d'expérimentation. Ne serait-ce que les expériences des incroyables comestibles, par exemple, mais surtout à la manière anglaise dont ça a été initié au départ. C'est-à-dire, je connais pas. Oui, je parlais des incroyables comestibles. Et en fait, ça a été lancé par des Anglais au départ, The Incredible Edible. Et l'idée, c'était d'utiliser les terres qui sont publiques, qui ne sont pas utilisées dans les villages ou dans les petites villes, pour le cultiver ensemble et que chacun se sert.
Et ça, pour moi, quand je suis venue, j'avais un petit peu voilà, cette idée-là derrière. Oui, j'aurais pu. Tout à fait, j'aurais pu présenter des expériences comme ça pour contrebalancer, mais et montrer un aspect positif. Effectivement, on pourrait dire qu'effectivement, ça c'est de l'économie collaborative. C'est tout à fait ça. Mais là où j'y vois des limites, j'aurais finalement parlé des mêmes limites. C'est bien, effectivement, de mettre en accès libre ça se fait en France aussi, il y a pas mal d'endroits où ça se fait. Il y a 15 jours, on avait un séminaire avec des collègues qui travaillent là-dessus, à Alès, à Grande-Sainte, etc. Il y a plein d'endroits où se posent ces questions-là. Alors on a toujours la même chose. Jusqu'où ça va impliquer une transformation ou pas de la relation sociale. Il est là le problème, bien entendu. Quand je parle de ça, je ne parle pas de soir, de grande révolution, pas de choses comme ça, juste de réinterroger la question de... Vous voyez, par exemple, on parle de l'usage, mais on n'interroge pas la propriété. Donc on va laisser par exemple des bouts de terrain communaux, par exemple, pour faire cette culture-là, mais est-ce qu'à un moment, c'est bien que les gens puissent manger des carottes, des tomates qu'ils vont trouver comme ça dans les bacs municipaux, mais est-ce qu'à un moment, on nous consulte vraiment quand il s'agit de faire les plans d'occupation des sols? Quand il va s'agir de faire une politique d'urbanisme? C'est-à-dire que c'est toujours, hélas, l'impression que me donnent tous ces trucs-là, très régulièrement. En fait, d'une certaine manière, j'en parle comme quelqu'un de déçu systématiquement du fait qu'on a des trucs qui sont intéressants mais qui sont tout de suite récupérés à la fois par l'industrie, on le voit pour Airbnb, pour Uber, machin, ou Blablacar même, qui a été repris par SNCF, ou alors par le politique. Et c'est un moment de voir comment tout ça s'est dévoyé parce qu'on ne va jamais interroger plus fondamentalement. C'est pour ça que j'espère peut-être venir faire une conférence l'année prochaine sur la question des communs, pour revenir à une interrogation sur qu'est-ce que nous avons en commun, qu'est-ce que nous devons mettre en commun. Est-il légitime, c'est une question que j'ai soulevée à plusieurs reprises et j'espère du coup faire une séance dans laquelle j'interviendrai peu mais dans laquelle vous pourrez plus intervenir. Est-il légitime que la terre soit appropriée? C'est un véritable problème. Est-il légitime qu'au nom d'un titre de propriété, on puisse construire ce qu'on veut? Quasiment, vous me direz, bien entendu, il y a des règles d'urbanisme. Construire ce qu'on veut, ou alors cultiver ce qu'on veut comme on le veut. Moi, j'ai un vrai problème avec ça, aujourd'hui. Et ça, c'est une véritable interrogation à avoir, c'est jusqu'où peut aller la propriété privée. Et d'une certaine manière, cette économie collaborative laisse de côté cette question-là. Et c'est surtout l'appellation anglaise de sharing economy, qui moi en plus me révulse, c'est d'économie du partage, alors qu'on n'interroge pas la propriété. Et on ne va pas jusqu'au bout de cette question-là, qui est effectivement, vous voyez, par exemple, c'est à chaque fois de voir comment on oublie de poser les vraies questions. C'est bien d'avoir des légumes en accès libre, qui soient bio éventuellement dans les villes, etc. Mais on ne va pas interroger notre système alimentaire. On ne va pas interroger le ministère de l'Agriculture pour leur demander où vont les subventions et pourquoi les subventions continuent d'aller chez les producteurs les plus polluants. Et les grands céréaliers, les grands machins, etc., qui nous foutent en permanence dans la... Vous voyez, de la même manière que pourquoi être heureux du développement de Blablacar alors que le vrai truc, c'est qu'on devrait se battre pour récupérer des lignes de chemin de fer. Fermer des lignes de chemin de fer, c'est une aberration absolue du point de vue du transport. Vous voyez le réseau des lignes de chemin de fer, par exemple en Occitanie, qui ont été fermées, ou par exemple autour de Montpellier, et vous voyez les autoroutes qui sont parallèles. Enfin, c'est ahurissant. Ouais, du coup, c'est comment tout ça fait qu'on ne va pas se poser plus loin les questions. Mais encore une fois, l'idée est bonne, mais je suis tout à fait ouvert à des positions radicalement opposées à la c'est pas qu'on ne se pose pas les questions, c'est qu'on prend acte de la réalité et qu'on fait comme on peut aussi. Alors, je précise, quand je disais, quand on se pose pas les questions, là je parlais de la recherche. D'accord. Encore une fois, je suis pas dans je suis pas dans un discours de culpabilisation de ce qu'on est tous. On est tous ce qu'on peut. Non, on est tous ce qu'on peut. Je peux raconter ce que je veux. Là, je vais pas partir sur Birmazan pour une révolution. Pour mettre à la capitale. Je vais rentrer chez moi, dans ma voiture, je vais manger, je vais passer des coups de fil avec mon téléphone, fabriqué dans des conditions dégueulasses, socialement, environnementalement, etc. Oui, effectivement, on est tous de toute façon, on fait ce qu'on... Effectivement, je pense qu'on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et ce qui est important, par contre, c'est de ne pas... Le rôle du chercheur,
qu'est-ce comme ça que je le vois, c'est de venir mettre le doigt là où il y a un truc qui ne va pas, quoi. À un moment, dire oui, il y a des choses intéressantes qui se font, mais si on y regarde de près, il faut se méfier parce que ces trucs qui ont l'air intéressants peuvent nous détourner d'eux. Hein, donc c'est pour ça que je dis bien, c'est pas qu'on n'y pense pas, c'est que ça nous détourne d'eux. Et puis après, je vous avoue qu'il y a plein de questions que je me pose maintenant en tant que chercheur, et ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Je me pose des questions en tant que chercheur parce que je vois mon fils aîné. De 23 ans, je le vois sur ses ordinateurs, sur sa notion, sa représentation du lien social, du travail, de la réussite, de machin, du bidule, etc. Je me pose des questions en tant qu'éducateur qui sont insolubles. Je me pose des questions forcément sur ce que je prends comme, sous certains aspects comme un échec, mais en même temps, je me demande comment cet échec, qui est un échec individuel et collectif, et en même temps, comment eux, ils ne le vivent pas comme ça. Enfin, une interrogation, vous voyez, typiquement, si cette économie collaborative m'intéresse, c'est parce que je vois mon fils dedans. Je me dis, mais en même temps, est-ce que tu te poses une question? Ouais, typiquement, là, la question que je pose en conclusion, c'est une question que je vais poser. Ah, c'est bien, tu fais de la collaboration, tu fais du machin, etc., mais est-ce que tu te poses la question de savoir qui a fabriqué la chaise sur laquelle tu es assise, là, le bureau sur lequel est posé ton ordinateur, donc tu ne sais pas comment il a été produit, etc. C'est à un moment pas oublier de se poser ces questions-là, qui sont des questions indispensables. Et indispensables parce que... Enfin, je sais pas, non, je dis ça, elle dit indispensable. Moi, elle me semble indispensable. Et du coup, j'en fais une question de recherche indispensable. Et bien entendu, vous pourriez tous considérer qu'on peut totalement se dispenser de ces questions. Et du salaire qu'on me verse pour me poser ces questions-là. Parce que c'est vous qui le payez. Bien entendu. Il faut souligner aussi que l'économie collaborative, elle a été dévoyée dans l'exemple de Blablacar, qui était, enfin, au départ c'était covoiturage libre, et c'était pas payant, et maintenant tout est payant, Blablacar est payant et c'est géré par Total. Donc c'est quand même le bout du système qui se ronge la queue. C'est pour ça que d'une certaine manière, il y a une sorte de course en avant des réseaux. C'est-à-dire, l'idée c'est que si on va être libre, il faut créer un réseau, puis être déjà en train de préparer le suivant pour quand le premier sera récupéré, et il faut tourner en permanence. Sauf qu'on voit qu'en même temps, il y a des phénomènes de prise d'habitude. Quand Blablacar s'est développé, les gens s'y sont mis, et maintenant, ils n'en sortent pas. Et en plus, il y a de nouvelles logiques d'attractivité. Donc, c'est ça qui est extrêmement... C'est toute la force du système. C'est toute la force du système. Et en même temps, c'est tout le... C'est pour ça, hein, vraiment, j'espère que j'ai été suffisamment clair sur le fait que je ne mets pas tout dans le même panier, même si l'économie collaborative, justement, met tout dans le même panier. Mais le point commun qu'il y a dans tous les différents trucs, c'est ce dont on a parlé ce soir, mais ce qui, encore une fois, n'enlève pas la création de logiciels libres, la mise à disposition gratuite de connaissances, machin, etc., qui sont des choses extrêmement importantes, qui sont des choses fondamentales et effectivement nouvelles. Ça, c'est essentiel. J'ai peut-être pas assez insisté sur les points positifs. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si au niveau de, par rapport à, sur les assurances, par exemple, quand c'est une mutuelle, que placez-vous la mutuelle par rapport à ce nouveau système? Alors, vous voyez, typiquement, la question que vous posez montre bien un grand problème de l'économie sociale et solidaire qui a du mal à communiquer. Les mutuelles appartiennent au domaine de l'économie sociale et solidaire. Ça renvoie du coup à la première question qui a été posée. Alors, l'économie sociale et solidaire, pour faire simplement, ça nous renvoie à tout le secteur associatif, coopératif et mutualiste. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, pour le coup, dans les assurances, en tant que dans les mutuelles d'assurance, nous sommes sociétaires. La mutuelle, c'est nous. Et nous, c'est un homme, une voix, vous le savez tous, en tant que sociétaire membre sociétaire d'une mutuelle. Tous les ans, vous recevez, moi tous les ans, je reçois mon bulletin de vote de la Maif, mon bulletin de vote de la MGN, etc. Et voilà, donc l'économie collaborative semble englober tout ça. Mais en réalité, ça existait bien avant le terme d'économie collaborative. On n'a pas besoin d'Internet pour avoir ces mutuelles, etc. En fait, c'est à côté. C'est pour ça, vraiment, encore une fois, merci d'avoir posé cette question. Tout à l'heure, ça me permet de clarifier quelque chose. C'est que, et là, j'ai pas assez parlé d'économie sociale et solidaire. Rapidement, quand je parlais des startups, vous voyez, quand vous montez une entreprise,
quand vous, enfin, je vais dire autrement, quand vous voulez monter une activité, vous pouvez le faire sous forme associative, sous forme coopérative, sous forme mutuelle, si vous voulez, tout un tas de choses. Vous voulez mutualiser les risques, hein, puisque c'est ça l'idée d'une mutuelle. C'est normalement une relation horizontale. On n'a pas cette relation verticale dans la prise de décision. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, dans cette économie collaborative, l'essentiel, c'est de la start-up très classique. On va lever des fonds, on va chercher des bailleurs de fonds, des fonds d'investissement à risque, etc., pour monter sa propre entreprise. Et c'est assez surprenant. Donc, ça, de mon point de vue, ça ne devrait pas relever de ça. Et je pense que l'économie sociale et solidaire doit prendre garde à ne pas se laisser absorber dans ce vocable général d'économie collaborative. Et ce que je constate, c'est que, par exemple, vous voyez là, ce qui est en train de se passer, c'est que on avait avec, à l'époque, avec Benoît Hamon, un chargé de l'économie sociale et solidaire, un secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, c'est noyé dans le ministère de l'Environnement et avec un secrétariat d'État qui semble évoluer vers justement plutôt le collaboratif que le social et solidaire. Et on voit bien comment du coup l'usage des termes conduit à des confusions, à des choses de plus en plus vagues. Sachant que la grande idée, c'est aussi que tout ça, ça permet, par exemple, typiquement, de régler des problèmes sociaux. C'est en même temps mettre des pansements sur une jambe de bois, mais atténuer les tensions sociales. Parce qu'effectivement, si on permet à des gens d'accéder, si on développe la possibilité pour des gens de ne pas avoir leur propre voiture, mais d'utiliser du covoiturage, on masque en même temps d'autres inégalités. Alors, c'est toute l'ambiguïté, de ces mécanismes-là. Et c'est toute l'ambiguïté aussi de l'économie sociale et solidaire qui se retrouve à prendre de plus en plus à sa charge une série de choses que l'État ne prend plus en responsabilité. C'est tout un secteur associatif notamment qui prend de plus en plus en charge l'aide sociale, l'action sociale et compagnie, et l'État se déleste là-dessus. Une dernière question peut-être avant de conclure. Est-ce qu'il n'y a pas à la base de votre question la réponse donnée dans votre graphique que la première des motivations, c'est quand même l'économie et donc faire de l'argent, et qu'en fait dans cette économie collaborative, ce sont déjà des gens qui ont en prévision de faire de l'argent, de faire de l'économie, et qui donc utilisent finalement ces collaborateurs pour faire ça. Et finalement, ça serait, je suis aussi pessimiste que vous en entendant ça, sur la difficulté à faire changer l'individu. Et le faire non plus penser à lui d'abord et rentrer dans un système et finalement profiter d'un système, mais vraiment éveiller sa conscience que ce que vous faites en donnant ce genre d'informations, de vraiment arriver à faire changer les choses et la relation aux autres. C'était pas une question en fait. Si, par rapport aux recherches à venir, les questions à poser, c'est aussi sur les motivations premières principes des individus, et donc interpeller les individus sur qu'est-ce que vous recherchez fondamentalement. Alors, si du coup je développe peut-être un discours critique, voire trop critique sur cette économie collaborative, c'est effectivement parce que une des hypothèses de base de ma démarche de recherche depuis que je suis chercheur en sciences sociales, j'ai une posture méthodologique qui s'appelle l'institutionnalisme méthodologique, c'est-à-dire qui considère que nos comportements sont déterminés par un ensemble de règles, que nous n'avons pas une nature naturelle, en tout cas que nous n'avons pas une nature naturelle qui soit altruiste ou égoïste. On en a déjà parlé, ce grand débat qu'on a pendant la période des Lumières, Rousseau, Hobbes, Locke, etc., ces oppositions, l'homme est un loup pour l'homme, dans l'homme serait bon de nature, etc. Non, je pense, en tout cas c'est ma démarche de recherche, que nous sommes ce que les règles et les institutions font de nous. Nous avons un potentiel tout autant égoïste, violent, mesquin, que grandiose, altruiste, créatif, etc. Et ce qui importe, ce sont les règles, c'est-à-dire les règles formelles et informelles. C'est-à-dire, autour de nous, quels sont les signaux que nous envoient les autres, que nous envoie la structure sociale? Est-ce que ce sont des signaux qui valorisent, par exemple, l'enrichissement individuel, ou qui valorisent la collaboration et la coopération? Voilà, typiquement, je pense que c'est ça. Et comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, ce qui caractérise la période contemporaine, le néolibéralisme, s'il y a bien de mon point de vue en tout cas, un critère fondamental du néolibéralisme, c'est justement de survaloriser la cupidité.
de la survaloriser de plein de manières différentes. La légitimer, légitimer les comportements cupides, élire un président de la première puissance mondiale qui incarne parfaitement, par exemple, cette cupidité. Et on voit le processus de légitimation. Mais nous avons d'ailleurs nous-mêmes élu auparavant un plus petit, comme je veux, président, qui lui-même incarnait parfaitement le dépassement des tabous autour de l'argent. Et regardez ce discours qu'il y a en permanence. Là, je lisais dans le Canard là, ce matin que Frédéric Mitterrand disait que finalement Mathieu Gallet, s'il était tombé, c'est parce que tout le monde lui en voulait, parce qu'il était trop créatif, trop intelligent, trop jeune, trop beau. Voilà. Donc on a l'idée que finalement, c'est toute cette justification de la cupidité. Et en même temps, et donc une justification, une légitimation, en même temps de nous expliquer que c'est la cupidité qui nous conduit à adopter les meilleurs comportements possibles, d'un point de vue purement économique, hein, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Et en même temps, du coup, légitimer, la grande force du néolibéralisme, c'est d'avoir entraîné toute une série de réformes institutionnelles, de changements d'organisation sociale, qui nous renvoient à l'idée que, effectivement, il faut se comporter de manière égoïste, rationnelle, intéressée, etc. Parce que si je ne le fais pas, je disparais. L'exemple que moi j'utilise toujours, c'est l'exemple du trader. Le trader peut se dire à un moment, enfin c'est horrible, je vais mettre des dizaines, des centaines de personnes au chômage pour faire de l'argent. C'est horrible. Mais si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est-à-dire qu'à un moment, je trouve dans le système la légitimation de mon comportement. Moi-même, je ne suis pas cupide, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus cupides, donc du coup, ça légitime le fait que je le sois. Et donc, d'une certaine manière, ça vient répondre à votre question. Ce qui me gêne là actuellement dans cette économie collaborative, c'est l'utilisation d'un terme porteur de vertu, de quelque chose de positif, la collaboration, on y voit derrière de la coopération, etc., qui en réalité masque finalement le développement de comportements eux-mêmes intéressés. Et c'est justement là qu'il y a toute une différenciation à faire et une réflexion. Ici, c'est vraiment une réflexion de chercheur, effectivement, sur les pratiques, mais en même temps, la légitimation par Internet de comportements. Quand je vois, j'étais stupéfait par la conférence de Rachel Botsman, hein, je vous invite à aller la voir, où quand elle nous dit, bah oui, ce qu'on veut, c'est pas la perceuse, c'est le trou. C'est vachement sympa, hein, mais elle le présente, et puis elle nous dit, et en plus, celui qui a la perceuse va pouvoir se faire de l'argent, puis voilà, on n'en sort pas. C'est-à-dire que c'est vraiment ça le truc qu'il y a derrière. C'est en même temps, on voit bien cette culture du gain. Et le risque de cette économie collaborative, une fois qu'elle va être de toute façon prise en charge par les institutions pour qu'on puisse légiférer, réglementer, prélever des revenus publics dessus, ben on va revenir finalement à cette question fondamentale. Mais vous voyez jusqu'où ça va se nicher, hein, quand je parle de l'exemple de quelqu'un qui m'est très proche et qui m'a expliqué qu'à bah, du coup il n'avait pas payé son trajet, c'était ses covoitureurs qui l'avaient payé. Mais c'est des merdes, putain. On voit comment c'est perverti. Mais je pense que ce sont, encore une fois, on a en nous tout. La nature humaine, elle est ce qu'elle est. Elle a des aspects extrêmement laids, elle a des aspects merveilleux, magnifiques. Tout. On est porteur de tout. Et ce que nous sommes, ce que nous valorisons, c'est ce que les autres autour de nous, et donc ce que les structures sociales valorisent. Et si tous les signaux que nous envoie la structure sociale, c'est que ce qui est valorisé, c'est effectivement la réussite individuelle, l'absence de coopération, etc., bah oui, forcément, on n'est pas amené à coopérer par la force des choses. J'espère avoir à peu près répondu à votre question, et c'est là-dessus que portent aujourd'hui et maintenant mes recherches. C'était la dernière question, c'est fini. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Merci.